Aujourd'hui, je reçois David Ordono. Son podcast fait partie de mes préférés. Une claque audio où l'on plonge dans des parcours de chef comme si on y était. Il démarre au culot, il pousse des portes et entre rapidement dans de grands médias télé. Il apprend vite à gérer le rythme, la pression de l'actualité et cette rigueur qu'il gardera. Puis vient le choix du podcast. Une route moins rentable, même quand le succès est là, mais plus juste pour ce qu'il veut transmettre. Raconter avec du temps et de la nuance. On a parlé d'audace, de grands médias et d'indépendance, d'argent, de sens et de cette conviction que la peur ne sert à rien. Bonne écoute! Salut David! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis trop contente de t'inviter parce que tu es, je pense, l'un des premiers podcasts que j'ai écouté autour de la bouffe. Il y a 4 ans? T'as lancé Chef il y a combien de temps? En 2020. Le premier épisode a été posté en 2020. Ok. Et ça s'est fait petit à petit après. Et j'ai adoré. Et vraiment, pour moi, c'est le podcast le plus quali qui existe. Parce que c'est ce que je disais un peu à tout le monde, c'est une sorte de documentaire audio. Parce que pas encore visuel, non, mais d'ailleurs on en parlera. On va y venir. Vraiment avec une qualité de son, des accompagnements musicaux et puis cette histoire qui est relatée. Enfin, il y a une vraie réa derrière. Donc bravo. Mais merci, mais c'est trop sympa. C'est hyper sympa. J'aime bien comme ça, je te mets à l'aise et ensuite on peut dérouler. Allez, au revoir. Mais du coup, ça m'amène toujours à la question, comment t'en es arrivé là? Alors, on en a parlé il y a quelques années. C'est vrai. Mais justement, c'est ce que je dis souvent, ce podcast, c'est un peu une manière de filmer et d'enregistrer mes rendez-vous habituels. D'habitude, quand quelqu'un m'intéresse, je le rencontre et on parle pendant 3-4 heures de tout ça. Ça, c'est la grande qualité de Vanda, quand même. Elle connaît tout le monde. Je ne connais personne qui ne connaît pas Vanda et je pense que Vanda a rencontré à peu près tout le monde. C'est incroyable. Non, mais c'est une grande qualité, ça. Sérieux? Ah, mais vraiment. Hallucinant, ce truc. Mais c'est que les gens qui m'intéressent vraiment. Bravo. Donc justement, je voulais qu'on parle un peu de ton parcours, de qui est David, d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, qui était le petit David et comment il en est arrivé Il a pas beaucoup grandi, le mec. Mais ouais, ok. On va pas commencer à se déprécier. Non, pas du tout. Donc, j'aimerais bien commencer par tes 0 à tes 10 ans. On peut même commencer avant, s'il y a besoin de parler du transgénérationnel, des ancêtres et tout ça. Moi, je suis très open sur tout ça. Ok. Donc qui était David? Où est-il né? Par qui était-il entouré? Je vois bien le concept. Je sais. Alors, ce qui est important, non, je sais pas, mais en tout cas, ma famille est originaire d'Espagne. Ah! Une partie un peu Italie, une partie Espagne, et puis, comme beaucoup de gens dans les années 30, il y a eu migration vers la France. Donc, il y a des racines familiales du côté d'Almeria, une partie de la famille qui est restée, qui est encore à Barcelone, en Catalogne. Ok. Tu parles catalan? Absolument pas. Okay. et je perds chaque année un peu plus de mon espagnol. Mais si tu m'y laisses 15 jours, je retrouve la langue sans problème. Et donc après, il y a un berceau, côté paternel en tout cas, à Marseille. Donc voilà, Marseille, une ville à laquelle, je reste attaché à Marseille. Voilà. Donc ton père a grandi à Marseille? Ouais, exactement. Ouais. Il a rencontré ta mère là-bas? Pas du tout. Ma mère, elle vient de région parisienne. Ok. Et ces deux personnes, pour des raisons absolument hasardeuses et très différentes, ma mère pour une histoire de mariage, mon père pour l'internat de médecine, se sont retrouvés à mi-chemin dans une sorte de no man's land. Oh là, la Creuse. Non mais qui m'est cher. Pardon, alors, la c'est terrible Creuse. pour la Creuse, c'est horrible, putain, à chaque fois. Non, je suis désolée. À chaque fois. Non, le Cantal. Ah, voilà. Mais non, on aime le Cantal. Évidemment qu'on aime le Cantal. Moi, j'adore le Cantal, donc je suis né à Aurillac. Ok. Fruit de cette union et de cette rencontre au début des années 80. Et voilà, j'ai grandi dans pour te situer le truc, il y a une maison, autour il y en a 4. Et le premier village est à 4-5 km. Ah ouais. Voilà. T'as des frères et sœurs? J'ai 2 grandes sœurs, qui sont pas des vraies grandes sœurs, qui sont les filles de ma mère avant, mais qui m'ont élevé quasiment, qui étaient là, que j'ai toujours considéré comme mes sœurs. Okay. Et un petit frère qui est arrivé, Dieu merci, quand j'avais 7 ans. Dieu merci, parce que, en fait, mes sœurs sont bien plus âgées que moi, parce que ma mère les a eues d'un premier mariage avant qu'elle rencontre mon père. Et même si elles ont été très présentes pendant mon enfance, à un moment, les choses de la vie, comme par exemple les études, ont fait qu'elles ont dû quitter le foyer quand je devais avoir 2-3 ans, qu'elles ont été vraiment là quand j'étais tout petit. Ah ouais. Et voilà, à partir de 3-4 ans, j'étais seul.
Ouais, comme un fils unique. Et tu l'as mal vécu, ça, d'être seul? Je l'ai mal vécu. Ouais, je crois que ma mère me le dit souvent, et c'est vrai, j'ai réclamé un petit frère. Ah ouais? Ouais, mais vraiment profondément. Et comme je travaille beaucoup sur cette question en ce moment, et que je me remémore pas mal cette époque, il faut savoir que c'était les années 80. Et comment dire, alors tout le monde n'a pas fait ça, mais mes parents l'ont fait, et cette époque fait qu'on était un petit peu moins sur les enfants, peut-être un petit peu moins protecteurs, un petit peu moins conscients. Et mes parents travaillaient, et je pense qu'à partir de 4 ans, 5 ans, eh ben, j'étais seul quand je rentrais de l'école. C'est-à-dire que quand je rentrais à 16h ou le mercredi, où je n'avais pas école de l'après-midi, j'étais seul, c'est dingue. tout seul dans une maison, jusqu'à ce que la nuit tombe. Parce qu'à Aurillac, la nuit tombe à 14h. J'exagère, mais tu vois, l'hiver, enfin voilà. Et mes parents entraient vers 18-19h. Et c'était des après-midi. Enfin, je sais pas, moi j'ai un petit garçon qui a cet âge aujourd'hui, 5 ans. Enfin, j'étais seul pendant 3, 4, 5, 6 heures dans une maison. Et tu te souviens de ce que tu faisais Je me souviens très bien de ce que je faisais parce que ça me paraissait très long. Alors, je mangeais du Nutella à la cuillère. Le réconfort. Mais peut-être. Mais drame de se dire que ce truc était du réconfort parce que ça aurait pu être autre chose. Je veux dire, j'aurais pu manger du... Je sais pas. Non, on est dans les années 80 quand même. Et ma mère m'avait fait un calepin sur lequel il y avait à peu près tous les membres de la famille. On n'a pas une grande famille, mais il y avait quand même une 8aine de noms associés à des petits idéogrammes, enfin des petits dessins. Ok. Ma sœur était le soleil. Ma grand-mère était un poussin. Enfin, tu vois, dessiné très naïvement. Mignon. Je m'en souviens très bien. Et il y avait les numéros en face. Et les numéros, j'arrivais à les reproduire puisqu'il suffisait, elle les avait dessinés comme ils étaient sur le cadran, parce qu'on avait des téléphones à cadran. Les téléphones portables n'existaient pas. Il fallait que les gens soient chez soi. Et donc, le soir, en général, j'appelais les uns après les autres, tous les membres de ma famille, pour ne rien dire. Enfin, un enfant de 5 ans, enfin, t'imagines. Et donc, mais est-ce qu'ils étaient là en plus parce qu'ils devaient travailler aussi J'en avais une dizaine. Donc si tu veux, tous les soirs, je devais en avoir 2 ou 3. Et ils savaient ma situation, ils connaissaient le contexte. Donc je pense que chacun prenait un petit quart d'heure pour me parler et écouter tout ce que j'avais à leur raconter. C'est dingue. Ouais, c'était horrible. Horrible. Donc quand mon petit frère est arrivé, Thomas, nouvelle vie, voilà, c'était fini ça. Ouais, t'avais un compagnon de jeu. Trauma, en fait, trauma. Quand j'y repense après, ça met du temps et en ce moment je suis vachement là-dedans. Je pense que ce truc m'a éclaté en fait. Ouais. Oui, surtout si t'as un fils de cet âge-là. Forcément, ça te remet dedans. Trop seul. Et tes parents faisaient quoi du coup? Ma mère travaillait à l'hôpital de la ville, du côté administratif, pas du côté des soins. Et mon père était médecin. Il l'est toujours d'ailleurs. Ah ouais. Ok. Il était médecin généraliste, donc médecin de campagne. Un truc, une denrée rare aujourd'hui, qui fait que le mec était jamais là. Mais jamais là. Jamais là. Ouais. Et le week-end, il y avait des gens qui se pointaient avec un lapin, qui disaient « Tenez, on vous apporte un lapin. » Et t'étais là, qu'est-ce que je fous dans le lapin? Et c'était parce que c'était le médecin, tu vois. Ah ouais, donc même les animaux. Non, mais non, ils apportaient, tu sais, comme des petits cadeaux, tu vois. Ils faisaient vraiment partie de la famille. J'imaginais les bronzés avec le cochon. Non, rien à voir. Mais je veux dire, il y avait un truc comme ça, il avait un lien avec ses patients, où dès qu'il faisait des choses, les patients, ils sonnaient chez moi, ils venaient chez moi, ils étaient là, tenez, c'est une terrine, tenez, je vous apporte un lapin, tenez, je vous amène... C'est pour le docteur parce qu'il est venu et lui, il était là 7 jours sur 7 pour ses patients. Mais 7 sur 7. Et le week-end, quand il était de garde, j'avais un grand cahier et j'attendais, il y avait le téléphone et donc je répondais au téléphone. Oui, vous êtes monsieur, nanana, vous êtes à quelle adresse? C'est à la Capelle Viescamp. Ok, je vais prendre votre numéro de téléphone. Je vais joindre mon père. Et j'ai appelé mon père qui, dans la bagnole, avait un téléphone comme ça. Personne n'avait de portable à l'époque. Il y avait un truc comme ça avec une antenne de 4 mètres. Et il me répondait, et donc il gérait sa garde, et puis moi j'étais à la maison, je répondais au téléphone. T'étais son avec ma mère. Avec ma mère. On était 2 exploités. Mais ça, je kiffais pour le coup. Ça, j'étais là, oui, ne quittez pas, machin, vous êtes en train de faire un infarctus. Pas de bol. Tu comprenais ce que ça voulait dire quand ils te parlaient de leurs symptômes et tout? Alors, je faisais pas ça quand j'avais 5 ans, je faisais ça un peu plus tard. Okay. Mais oui, globalement, et c'est marrant parce que je referai ce boulot un peu plus tard de manière alimentaire pour gagner ma vie. Mais ouais, très tôt, j'ai été exposé à ces trucs-là. De la vie, de la maladie, de la mort, du truc, avec l'attitude de mon père qui m'a beaucoup aidé sur ce coup-là. Très stoïque, quoi. Ouais. Tu vois, parfois, j'allais avec lui en intervention. Ah ouais. Les mecs, ils faisaient un AVC, machin truc et tout. J'étais dans la bagnole et tout. Je voyais mon père, le mec au sol et tout, marrant. Enfin, marrant. Et t'as vu des morts? Oh là là. J'ai vu un mec, je m'en souviens très bien. C'était pendant un mariage. Le mec, il avait tous les symptômes du gars qui cherche la merde, c'est-à-dire... énorme surpoids, gros d'alcool, machin, bon bref, il avait trop forcé.
infarctus. Je vois mon père lui faire un massage cardiaque, le mec revenir. Et là, il y a une dame qui a dit, je me rappelle très bien, qui a dit il est sauvé, il est sauvé. Et là, mon père lui a répondu pour l'instant, oui, mais faut pas qu'il en fasse un deuxième ou je sais pas quoi. Boum. Remachin. Bon, ben là, dans la foulée, là ? Ouais, dans la foulée. Ah ouais. Ça a été un truc. Ah là là. Et toi, ça va ? Ça t'impactait pas trop quand vous êtes après, c'est toujours pareil. Je crois que le plus important, c'est plus que les faits, c'est la manière dont tu te les racontes. Et en l'occurrence, je pense que le fait de voir son père, qui était l'extrême référent pour moi dans ma vie à ce moment-là, le prendre avec cette distance, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, à mettre ce truc à distance. Ouais, et puis il contrôlait la situation, quoi. Ouais. Et puis il y avait un truc qui dit, en gros, bah c'est la vie, quoi. Ouais. C'est la vie et c'est pas grave. Ce qui fait que moi, quand je me suis blessé, plus tard, ça m'est arrivé de me faire des blessures un peu impressionnantes. Sans froid. Fait partie de la vie. Ce truc-là, c'est sans froid total. Je sais pas si ça continuera toujours, mais voilà, tout ce qui a à voir avec la vie, dans ce cas-là de plus primaire, quand ça part en couille, bon. Et même avec tes enfants ? Parce que je sais, j'ai beaucoup d'amis justement qui ont commencé à stresser pour la vie avec les enfants. Ah ouais, alors c'est vraiment pas un sujet. Ah ouais. Alors moi, je suis ultra vigilant et ultra fébrile, fragile à plein d'égards vis-à-vis de mes enfants. Mais sur le côté, tu vas te péter un truc, tu vas t'ouvrir le crâne, tu vas... Ouais. Et si ça arrive, je veux dire, ça arrive, quoi. Ouais, c'est l'ordre des choses, quoi. Ouais. Pas un sujet. Et du coup, l'école, ça doit être une libération quand tu arrives en CP, que tu finis pas justement à 15h, que tu peux te faire des copains et tout, ou pas ? Je finissais à 16h, et ça laisse quand même 3 heures. T'avais pas d'études là-bas ? Alors, parfois, j'étais confié à des gens. Jacqueline, la cantinière. Non, mais c'est les gens dont je me souviens. Putain, mais Jacqueline, elle avait un petit car et elle me ramenait. Elle avait une petite estafette et on était tous zéro sécurité dans ces trucs. C'était un petit van. Et il y avait des sièges aménagés derrière, mais personne n'était attaché et tout. Enfin, c'est les années 80. Et elle ramenait les 10 élèves qui n'avaient pas les parents à ce moment-là. Et moi, elle me ramenait en dernier parce qu'elle savait que j'allais être tout seul chez moi. Donc Jacqueline veillait sur moi et Madame Chambre aussi. Et le nombre de fois où je me suis retrouvé avec Madame Chambre de nuit, parce que la nuit tombait vite l'hiver, à attendre mon père qui n'avait pas eu le temps ou m'avait oublié. Classique. Non mais classique. Où t'es tout seul sur les marches de l'école et puis t'attends et tu sais pas, t'as pas en plus la notion du temps à cet âge-là. Et à un moment tu vois des phares dans la nuit et ils continuent, tu te dis ah putain. C'est dingue. Pourvu qu'il s'arrête, et puis à un moment tu vois ton père arriver, et là t'es partagé entre le fait de lui en vouloir un petit peu et l'extrême soulagement de te dire en fait il m'a pas complètement oublié, parce que c'est un peu ça qui se joue quand même si t'es raisonné, tu te dis il y a quand même mon père qui m'a oublié, ou type à midi, tu vois, je viens te chercher à midi pour déjeuner, super, tu sors, puis le mec est pas là, puis tu vois tes potes dans la cour de récré, ils vont à la cantine, ils ressortent, et puis toi ton père est toujours pas là. Et puis à un moment, la cloche sonne. Et tu dis, il faut que tu repartes en cours. Et tu dis, en fait, là, mon père m'a oublié, quoi. T'as pas une énorme blessure d'abandon ? En tout cas, ça... de fait. Ouais. Ouais. Donc, du coup, ça, vis-à-vis de mes enfants, en revanche, je suis méga attentif. Ouais. Limite trop, non ? Non, parce que j'essaie de pas les mettre mal à l'aise. Et puis, ils ont pas encore... Ils sont encore à l'âge où ils demandent, tu vois. Donc ça va, j'en profite. Mais le syndrome de... Enfin, je dis ça, mais j'ai été vachement absent quand même ces derniers temps. Mais voilà, j'essaie d'être là quand il faut l'être. En tout cas, surtout, quand tu t'engages à faire un truc, tu le fais. Ouais. Mais sur un truc tout con. Moi, j'avais demandé un jour à mon père de ramener des piles. Putain, il a oublié de ramener mes piles pour mon robot. Et ben, je m'en souviens encore. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est des petites choses comme ça. Non, mais ça reste hyper important. Et du coup, à l'école, comment ça se passait ? T'aimais ça ? Ouais, j'adorais parce que j'adorais l'école primaire, parce que je crois que j'avais pas mal de facilité. Et du coup, les gens étaient plutôt, je parle des adultes, les maîtres et les maîtresses, ils m'aimaient bien. Parce que je pense que ça créait une forme de... Voilà. Et puis t'étais facile, du coup, j'imagine. Oui, c'était simple. J'étais hyper autonome, j'étais agile. Et le grand truc qui se jouait, c'est que j'étais à l'école dans un petit village, à côté d'Aurillac, même pas Aurillac, mais dans un petit village. Et clairement, on était des classes d'une vingtaine d'élèves. C'était vraiment l'école à la campagne. Et autour de moi,
il y avait des gens qui n'avaient pas ma chance. C'est-à-dire qu'il y avait des parents qui n'avaient pas fait autant de choses que les miens, peut-être, qui n'avaient peut-être pas les mêmes moyens que les miens, même si moi, mes parents, vraiment, je n'ai pas vécu. Mais une fois par an, ils m'emmenaient à Paris. Une fois par an, on partait en vacances. On allait voir la mer. C'était une fois par an, mais c'était quand même. Ouais. Et tous les mecs autour de moi, il y en avait 2 tiers qui n'avaient jamais vu la mer. J'étais peut-être le seul à avoir vu Paris. Voilà, il y en avait un autre qui est mon ami d'enfance et avec qui que je vois toujours et qui fait toujours partie de ma vie et c'est super, qui est Johan. Et Johan, il avait aussi ces vacances-là, mais je veux dire, en dehors de nous deux, globalement, les mecs avaient pas leur horizon, c'était le terrain de foot. Ouais, c'est dingue. Et le pire là-dedans, c'est que je savais et que je sentais que ce serait toute leur vie. Et ça, tu vois, je voyais bien que mes potes, ils rêvaient pas. Ils avaient pas ce luxe. Tu pensais déjà ? Ah, je me souviens très bien en CM1 me dire, il y avait un pote, Cédric, dont le père était routier et lui, il adorait les camions comme un enfant, mais sa projection, c'était qu'il serait routier. Et je voyais bien qu'il n'y en avait aucun qui s'autorisait à dire, moi je voudrais être, je dis n'importe quoi, mais chanteur, acteur, ou moi j'aimerais, un jour j'irai vivre à New York, ou des trucs, tu vois ? Ouais. Personne ne formulait ça là. Et je voyais bien que les mecs allaient pas, et ça me foutait une rage. Ouais, c'est dingue. Hein. Inouï. Et moi, je me disais toujours, putain, mais moi, je vais me tirer d'ici. Et d'ailleurs, j'ai toujours été éduqué là-dedans. Mon père m'a toujours dit, quand tu auras 18 ans, il faut que tu te casses. Absolument, c'est une nécessité. Tu vois d'autres choses. Et dès la primaire, moi, je me disais, moi, je veux me barrer, en fait. Vraiment. Donc, ça se passait très bien. Mais il y avait quand même un truc où je me disais, putain, si tu fais pas gaffe, tu peux rester bloqué là. Et tous mes potes, et d'ailleurs, ils sont tous, enfin, je me trompe peut-être, mais parce que j'ai plus de contact, mais quand j'entends quand on me parle et qu'on me donne des nouvelles des gens avec qui j'étais, 90% des mecs sont restés là-bas. Ouais, c'est dingue. Hein. Tragique. Déterminisme. Et moi, ça me foutait la rage. Et c'est un truc qui est constitutif de ce que j'ai fait de mon parcours, je pense, c'est que j'ai toujours eu une espèce de rage à l'idée d'être né là-bas. Et de me dire, putain, pourquoi je suis né dans cet endroit ? Pourquoi je suis pas né à Paris avec des parents déjà dans un match qui aurait pu me faciliter les choses ou nani nana. J'étais très heureux, j'ai eu une enfance très heureuse. Hein. Ouais. Mais il y avait ce truc quand même. Dire, allez, toi t'es né là, tu vas falloir que tu rames pour te sortir de là. Ouais. Et j'avais la rage pour mes potes, de les voir et de me dire qu'eux ils allaient y rester quoi. Mais l'école c'était trop cool. Ok. Trop cool, c'était fun, il y avait du foot à l'école, enfin à la récré. Non, c'était bien. Est-ce que tu avais déjà développé des passions ? J'ai une passion, je sais pas si c'était une passion, mais j'ai fait beaucoup de baseball. Ah ouais ? Ce qui, dans les années 80, à Aurillac, était vraiment pas sexy. Et mais tous mes potes qui faisaient... Ouais, non, ouais. J'ai l'impression de ne parler que de mon père dans cette histoire, mais comme c'est un peu le nœud de ma vie, c'est peut-être pas normal. Mon père avait cofondé un club parce qu'il avait été dans les années 70 sur la côte ouest américaine et il en avait gardé un truc et puis il avait dû s'arrimer avec d'autres potes et bon bref il avait monté un club de baseball. Absurde le truc dans le Cantal. Bon, et ça avait pris. Et moi de fait j'avais suivi un peu le bordel et j'en ai fait pendant 15 ans et j'adorais ça. Sauf que là-bas les mecs ils jouaient tous au foot. Quand tu dis je fais du baseball, les gars ils étaient là mais... Ouais, et puis j'ai pas quoi. Putain, c'était très dur. Je l'assumais moyennement, quoi. Et t'as trouvé des partenaires de jeu ? Ah, mais après, il y avait une équipe et tout, ouais, carrément. Mais c'était pas des mecs qui étaient avec moi à l'école. À l'école, ils faisaient tous du foot. Moi, j'ai essayé de faire du foot 2 jours. J'ai trouvé ça absurde. J'ai détesté l'ambiance, j'ai détesté l'idée, j'ai détesté l'esprit. Mais alors, tu joues avec des adultes au baseball ? Non, mais avec d'autres jeunes qui venaient d'ailleurs, tu vois, d'autres écoles qui n'étaient pas forcément dans mon école. Enfin, tu vois. Peut-être un peu plus ouvert. Des alentours et tout. Ouais. Donc, c'était un peu le truc qui me caractérisait. Évidemment, beaucoup de jeux vidéo et du vélo, quoi. Nous, on était dans la nature, donc on faisait du vélo toute la journée. Ouais. Dans les forêts, dans les machins, on s'inventait plein de jeux à fond. Pas beaucoup de place pour... comment dire ? Il n'y avait pas de délire intellectuel ou de passion, tu vois, de trucs créatifs, artistiques. Non, vélo, console, couillon, quoi, plein air. La liberté, exactement. Non, mais grave. Exactement. Et tu savais... Alors, oui, tu savais à peu près. Tu savais ce que tu voulais faire plus tard. Déjà, tu voulais quitter Aurillac, c'est ça ? Ah ouais, je voulais me barrer. Je voulais gagner de l'argent pour pouvoir, un jour, prendre mes parents et mes sœurs dans une limousine à New York. C'était mon ambition. Est-ce que tu l'as fait ? Alors non.
Et je suis pas mécontent, c'était un peu con comme idée. C'est vraiment dégueulasse, une limousine. Et puis bon, c'est vraiment le cliché. Mais je me disais, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse. Ça non plus, je suis pas encore arrivé. Mais j'avais ce truc ouais, une forme d'ambition un peu pourrie. Tu sais, on était dans les années 80, donc c'était vraiment le truc du chef d'entreprise. J'aimais bien les mallettes. Tu vois, je me disais, il faut que j'ai une mallette. Bah, c'est le modèle des séries, des films. Ouais, complet. Très à l'américaine. Tu sais, à l'époque, il y avait un truc, des trucs misogynes, du genre, pour les shampoings de femmes, comme les femmes devaient travailler. À l'époque, on s'est dit, mais tiens, c'est génial. Elle pourrait même, on imagine que ce serait une businesswoman. Non, t'exagères, Michel. Si, on va faire une businesswoman. Bon, du coup, pour le shampoing, on va la faire descendre d'un hélico sur un toit de New York. Il y avait une pub comme ça, où la meuf, elle descendait d'un hélico, elle avait un brush nickel et tout. Tu sentais que c'était complètement fake, parce qu'à l'époque, personne n'aurait fait confiance à une femme pour diriger une entreprise, mais on allait la jouer comme ça chez L'Oréal. Donc, il y avait cette pub où la meuf, elle descendait du truc. Bon, j'avais envie de cette vie, en fait. Pas d'être une femme, mais de descendre d'un hélico avec une coiffure parfaite, un super costume. Et de me dire, j'en suis là, quoi. Ah là là. Et par contre, pas de perspective, tu vois. Ouais. Je me disais pas, je vais être ça, quoi. Ouais. Et donc, t'arrives au bac. Putain, ouais. Alors après, ça c'est un peu délité quand même. Quand j'ai découvert le collège, j'ai continué à m'amuser, mais par contre, j'ai commencé à descendre en termes de résultats. Et quand je suis arrivé au bac, j'ai clairement travaillé un déclin très cohérent, très progressif, qui m'a fait avoir mon bac avec 10,2, je crois. Ouais, mais on est nombreux comme ça. Avoir eu des facilités, justement, et ensuite à se laisser aller. Rien à foutre. Avec mon père qui, tous les premiers trimestres, me chopait, me disait, putain, mais si tu ne te relèves pas, tu vas redoubler. Alors, j'ai jamais redoublé, mais alors, je suis toujours passé passable. Ouais. C'était passable. Ouais. Et le truc, c'était à des acquis, mais ne travaille pas. Voilà, tout le truc. Et donc, bac, mais vraiment rien à faire, aucune révision, rien du tout, aucune perspective, flemme absolue de savoir ce que j'allais faire. Sauf que j'ai été élevé par quelqu'un qui a eu l'ambition de faire HEC qu'il n'a jamais fait. Ton père ou ta mère ? Ah, mon père, putain. Ok. Le dos de ma vie, quoi. Ah ouais, avant médecine, c'était HEC qu'il voulait faire. Et il était quand même allé jusqu'à me confier un livret qu'il avait récupéré aux portes ouvertes d'HEC dans les années 70, machin. Qu'il avait gardé ? Ouais, il avait gardé, quoi. Et c'était sur ma table de chevet, le truc. Donc, si tu veux, quand le bac est arrivé, je me suis dit, je vais faire une école de commerce. Et en même temps, je trouvais ça, pour le coup, rapport à la publicité, les gens en hélico, l'attaché cage, la limousine, je me suis dit, faire une école de commerce. Sauf que j'avais rien foutu. Donc, si tu fais pas HEC quand t'as 10. Et puis, j'avais surtout envie de ne rien foutre. Ouais. Donc, je n'allais pas du tout aller... je crois que j'ai fait une journée porte ouverte en me disant prépa. Et le vrai truc, c'est que personne ne m'avait rien dit. Donc, t'étais là, tu savais pas. Moi, la fac, je ne savais pas ce que c'était. Tu faculté, j'étais là, c'est que ce truc, on va être 4. Je ne comprenais rien. Donc, au moment de choisir son orientation, gros drame, je ne savais pas quoi faire. Ouais. Là, j'avais rencontré une personne, comment on appelle ça là ? Conseillère d'orientation. Ah ouais, fabuleux ça. Ça, il y a un énorme problème en France avec ça, c'est certainement ailleurs, qui avait ouvert son truc. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais plus ce que j'avais répondu. Il n'y a pas de débouché. Mais pauvre. Bon voilà, ça s'était arrêté là. Tu lui avais dit, j'aimerais descendre en hélico avec un brushing. Je crois que j'avais essayé d'avoir un truc un peu plus précis, mais elle m'avait dit, il n'y a pas de débouché. Je m'étais dit, putain, mais c'est quand même nul de voir les choses comme ça. Si t'as envie de faire un truc, tu fais un truc. Sois bon et tu trouveras il y aura des débouchés. Elle devait avoir des lunettes avec une chaînette là. Ouais, je vois très bien. On avait tous. Puis elle les avait au bout des débouchés. Bon. Donc c'était dramatique. Donc quand le bac est arrivé, moi je savais pas quoi faire. Il y avait cette vague perspective d'école de commerce. Donc il se trouve que une personne est venue présenter des formations. Et tu sais, il y avait des journées portes ouvertes dans le lycée. Et il y avait une personne qui faisait une école de commerce, qui était une école privée. Donc où tu rentrais avec un faux concours en fait. Les mecs te disaient, tu vois, faut juste savoir que conjuguer ses verbes quoi, en gros. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait une école de commerce. Qui était où ? À Toulouse. Ok. Qui t'a plu ? Au bout de 2 mois, j'ai été convoqué avec mon père par le directeur qui lui a dit « Il n'a rien à foutre ici, votre enfant. » Mais non. Ouais, si. Pourquoi ? Parce que tu faisais rien ? Ça me faisait chier. Globalement, j'en avais rien à foutre. Hein. Et puis j'étais entouré de gens dont l'ambition était je veux avoir une limousine. En l'occurrence, on roulait en Ferrari. Et là, moi, j'avais un peu grandi. Okay. Et là, je trouvais ça complètement con. J'avais 17 ans et je me disais, c'était complètement con. J'avais les cheveux longs, des pantalons à pince, machin. J'étais dans un délire. Je veux écrire. Là, pour le coup, j'avais commencé à développer des trucs plus littéraires, en tout cas, où je commençais à lire et tout ça, machin.
Et eux, je les avais trouvés, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Ouais, c'est dingue. Et donc, quand on faisait les trucs, les bilans, les machins, j'étais, putain, les gars. Ouais. Injouable. Et Injouable. Comment c'est venu l'écriture, la lecture à ce moment-là ? Eh ben, la lecture, c'est venu au lycée, pendant les vacances, pour un peu tuer l'ennui, et par curiosité aussi, pour se dire, attends, c'est pas possible qu'on me parle autant de Nani, autant de Nana, et que je sache pas qui c'est. Donc, découverte de Céline, Dostoïevski, grand souvenir, quoi. Et des trucs aussi un peu plus légers. Des souvenirs de Baricot, tu vois, des lectures comme ça. Et comme je suis né à Aurillac, il y a une particularité à Aurillac, c'est que tous les étés, il y a un festival de têtes de rue. Et pour le coup, ce que je dois à mes parents, et surtout à ma grande sœur, c'est de m'avoir très tôt exposé à ça. Donc en fait, depuis ma jeunesse, tous les étés, je faisais 4 jours de spectacle. Donc, je pense que chaque année, je devais voir à ce moment-là de l'année 30 spectacles, 30-40. Ce qui fait que, en fait, jusqu'à mes 20 ans, j'ai vu des pièces de théâtre, mais 200, peut-être 200, je sais pas, j'ai pas compté, mais énormément. Donc ça m'a énormément influencé, énormément inspiré, énormément questionné. Ça t'a jamais donné envie d'en faire ? Bah si, à fond. Ouais. Donc j'ai fait du théâtre quand j'étais ado, et surtout, je me suis dit à un moment, je veux écrire ces trucs-là. Et quand je suis arrivé dans une école de commerce, je me suis dit, je vais me faire profondément chier dans cette histoire. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Ah ouais. Et comme il y avait un groupe de théâtre au sein de l'école, dès la 2e année, j'ai repris la main sur ce truc, et je me suis dit, bon, mais génial, j'ai ma troupe, je vais écrire. Et j'ai commencé à écrire mes pièces de théâtre. Et comme on était dans une école de commerce qui voulait se la jouer, on est un peu cool, la directrice m'a dit, c'est formidable. En gros, ça va me faire de la pub pour mon école. On n'est pas que des couillons, machin. Donc elle m'a dit, faites ce que vous voulez, David, prenez du temps pour écrire. Ah ouais. Si vous montez votre pièce, je vous donne 10 000 balles pour la monter. Et en plus, c'était dingue. Et en plus, quand tu participais à des trucs associatifs comme ça, on te mettait 0,25, 0,5, 1 point de plus dans ta moyenne à la fin de l'année. Donc moi, elle m'avait dit, fais ce que tu veux, si tu veux ne pas aller en cours, en gros, tu fais un minimum et machin. Et en plus, j'avais des points à la moyenne. Donc je n'ai rien foutu dans cette école. Mais génial. Enfin, t'as rien foutu, t'as beaucoup foutu, mais côté théâtre. Ah ouais, en termes de commerce, c'était une bille. Mais du coup, j'étais dans les 5 premiers de ma promo chaque année, sans rien foutre. La rage pour les autres, quand même. Donc voilà, j'ai écrit 3 pièces de théâtre qu'on a joué, fait tourner, machin, truc, c'était marrant. Des comédies, quel genre de pièces ? Non, c'était pas vraiment des comédies parce que t'as un âge, t'as 20 ans, donc pour te donner un peu l'air, pour faire un peu genre, c'est plutôt tout l'inverse. Ouais. C'est plutôt, tu mets tout ce que tu veux là-dedans, tout ce qui est de l'ordre du drame. C'est la guerre, c'est les gens qui se séparent, c'est les trucs, et puis en plus t'as l'impression d'avoir compris des choses et de régler des comptes. Donc t'es là, oui, j'ai fait un truc sur un mec qui est pas aimé, machin, avec des parents qui sont machin, et ça se passe en temps de guerre. Et là, mais toutes les filles devaient être à tes pieds, quoi. Le mec un peu malmené. Alors c'était l'époque de ma revanche, effectivement. À ce moment-là, ça a été l'époque de ma revanche. Le dramaturge. Ouais. Après, je me suis mis en couple très sérieusement, très vite. Mais avant que je me mette en couple, dans la petite charnière, j'ai pris ma revanche sur une adolescence de solitude. Et ça m'a peut-être un peu aidé le théâtre, je sais pas. Oh. Mais voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on sort de ça ? Quand on sort de ça, quand on sort de l'école de commerce avec son petit diplôme, moi, on m'a commandé une pièce un théâtre m'a commandé une pièce à ce moment-là. Ah ouais. Donc je me suis dit, bon, voyons. Un théâtre de la région ou comment il t'a repéré ? Théâtre d'Albi. Ok. Et c'était marrant. Et on a fait ça avec une copine. C'était un duo. Très mauvaise idée aussi, c'était de jouer. Moi, je jouais dans ce que j'écrivais, c'est complètement con, parce que je suis pas du tout un bon acteur. Et donc j'ai fait ça, et je me suis retrouvé pour le coup dans le véritable exercice du truc, c'est-à-dire que au lieu d'avoir mes potes et de boire des coups et d'aller un petit peu en cours, ce que je faisais avant, et là c'était la Dolce Vita, même si je galérais parce que j'avais 0 thune et c'était horrible, mais quand même globalement l'ambiance était plutôt sympa. Là je me suis retrouvé tout seul à devoir écrire quelque chose en mode c'est un peu ton taf désormais. En tout cas ça m'a donné l'idée de ce à quoi pouvait ressembler la vie d'auteur, entre guillemets, gros guillemets, parce que c'était très modeste comme production, mais je me suis quand même retrouvé seul à me dire, ce que je dois faire, c'est ça, c'est écrire une pièce de théâtre. Et ça m'a fait chier. J'étais seul, j'ai trouvé ça chiant. Et à l'époque, j'avais des prétentions, j'ai l'ambition de faire du cinéma. Je m'étais dit, voilà, en fait, tu fais du théâtre, mais... Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, parce que j'ai trop de solitude, trop d'incertitude, non pas quant au mode de vie, à la précarité, parce que je m'en fous un petit peu, mais... plus à me dire, putain, si ça se trouve, tu vas passer 6 mois à écrire, à bosser sur un truc, et in fine,
Ça va pas se monter. Parce que je voyais bien qu'il y avait quand même d'autres choses à considérer que la simple qualité de ce qu'on fait. Ouais. Ou l'idée. Type la thune. Est-ce que le théâtre aura la thune? Est-ce que tel truc arrivera à être monté? C'est bien joli d'imaginer une course-poursuite, mais à un moment, une course-poursuite, pour la faire, il faut de l'argent. Ouais. Donc il y avait plein de contraintes qui m'ont fait dire que, j'arriverais pas à supporter l'idée de me mettre tout seul dans un match, et puis incapable de rester tout seul sur une tâche aussi. Impossible pour moi de rester... Donc j'ai abandonné l'idée. On a fini par faire cette pièce, on l'a faite. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Mais c'est dingue quand même de sortir de l'école et d'avoir déjà une commande, quoi. Et d'être parce payé, qu'en fait, on en avait fait 3, mine de rien, et c'était 3 ouvertes au public. C'était pas 3. On n'a pas joué nos pièces dans l'école. On avait loué un théâtre et tout. Donc, si tu veux, on a fait des trucs avec 300 personnes qui venaient et qui regardaient la pièce, quoi. Ouais. Oui, vous étiez déjà des pros, quoi. Non, c'était franchement, quand j'y repense. Mais en tout cas, les gens avaient payé leur place. Il y avait 300 mecs devant. On jouait et c'était des pièces où, en plus, c'était dans un délire d'écriture. Genre, il y avait 21 personnages. Enfin, je me souviens, là, c'était trop, quoi. C'était trop. Mais c'était marrant. Et tu l'as fait à Aurillac aussi? T'as été au théâtre Alors de non, rue, c'est marrant, j'ai jamais fait cette boucle. Mais Aurillac, c'était du théâtre de rue. Et moi, j'écrivais pas pour la rue. Ouais. C'est vraiment un exercice très différent. T'as un rapport au public qui est complètement différent. T'as pas forcément de décor non plus. Là, c'était vraiment des trucs où je pouvais maîtriser ma lumière, faire des mises en scène, des trucs. Et ça t'attirait pas de faire du théâtre de rue? Si, mais c'est violent le théâtre de rue. Dans le sens où il faut vraiment... faut aller chercher les gens. Il y a une physicalité qui est pas du tout la même dans le sens où tu vois les gens. Parce que tu joues la plupart du temps en journée. Ouais. Donc tu vois vraiment le public. Il y a beaucoup d'interactions aussi à mobiliser. Je trouvais ça plus confortable et un peu moins dangereux d'être dans un théâtre où tu peux absolument maîtriser les choses, où tu mets les gens dans le noir, où ils peuvent pas se barrer. Parce que, non mais, attends, au théâtre de rue, c'est ça, t'es dans la rue, t'as des mecs qui viennent, alors c'est cool, mais t'as aussi des gens qui se barrent. Et alors, pour le coup, au théâtre de rue, c'est un peu dans l'ADN du bordel, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec 20 mecs qui à un moment s'installent, parce que moi je l'ai vu des centaines de fois ça, et tu finis, il y en a 2, quoi. Alors là, mais c'est... Et puis tu te prends le four devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui vont passer, qui vont voir qu'il y en a que 2 qui sont là à te regarder. Au théâtre, pour que les mecs sortent, faut déjà qu'ils se disent, bon, ça me fait vraiment chier, je vais sortir, si t'en perds un ou 2, c'est le max, et c'est rare. Tête de rue, c'est pas la même. Clair. Donc non, j'ai pas voulu faire ça. Ouais, je comprends. Ne pas affronter justement... trop compliqué pour démarrer, trop compliqué. En revanche, j'ai utilisé des trucs du théâtre de rue dans le théâtre. Ouais. Des mises en scène, tu vois, où les mecs, les comédiens, ils arrivaient par derrière, ils traversaient le public, ça se jouait un peu dans la salle, un peu sur la scène. Voilà, une espèce de truc éclaté, qu'il n'y a pas forcément dans le théâtre classique, qu'on voit beaucoup aujourd'hui, qui est pas du tout original, mais qui, pour le coup, vient du théâtre de rue, quoi. Et donc, après cette année, qu'est-ce que tu fais, hein? Après cette année, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai un boulot alimentaire. Bon, tu fais quoi? Je bosse dans un truc, dans une hotline. On l'a tous fait. Non, mais je dis hotline, mais c'était pour les médecins. Ah! Donc, c'était via mon père que j'avais eu ce truc. Et en fait, c'est le truc où t'appelles quand ton médecin est fermé et ça t'envoie sur un truc. Donc, ça me rappelait un peu mon enfance. J'étais, oui, bonjour, vous êtes machin, là, vous souffrez de quoi, là, ok, je vous passe un médecin. Je passe un médecin et puis le médecin décide si oui ou non ça doit intervenir ou pas. Régulation, on appelle ça. Donc ça, j'ai fait ça pendant 1 an. T'habitais où à ce moment-là? À Toulouse, okay. Ouais. Et voilà. Et en fait, j'ai trouvé un boulot dans une... C'était avant ça, en fait. Chiant pour le montage, mais chronologiquement, il s'est passé un truc avant. Et il n'y a aucun montage, donc... C'est terrible, ça. Non, mon premier taf, ça a été de bosser dans une radio associative. Ah! Ouais. Ça, c'était mon premier vrai taf. Dans le sens pas alimentaire, dans le sens où je me suis dit, ok, là, il y a un embryon de quelque chose qui peut me plaire. Parce que quand je suis sorti de l'école de commerce, il y avait cette pièce de théâtre, je me suis dit, ok, non, impossible. Il y a les gens qui étaient là, moi je vais travailler en entreprise, et là, c'était la chair à canon, les mecs. Il fallait qu'ils soient commerciaux. Du coup, j'avais mes potes qui se retrouvaient dans des voitures, des mauvaises voitures blanches, pas de siège à l'arrière, là. L'angoisse, ou alors ils rentraient dans des grands groupes, ils disaient, ouais, c'est cool, je suis chez machin, je suis chez Nestlé. Ouais. Et en fait, ils étaient au milieu de 4000 personnes chez Nestlé. Et je trouvais ça violent. Et je pouvais pas du tout faire ça. Et j'ai trouvé cette annonce parce que je m'étais dit, les médias, j'avais fait un stage à Radio France pendant mes études. Ah! Comment t'avais spoté le stage? J'avais postulé. Histoire trop marrante. J'écoute France Inter depuis que je suis né. Tous les jours. Et un peu moins maintenant. Et en fait, j'ai postulé pour faire un stage. Je rencontre un mec et je viens à Paris pour ce stage sans stage.
Je viens à Paris parce que je devais faire un stage. Je suis ma petite amie de l'époque. On part à Paris tous les deux, pas une thune en poche, et je devais trouver un stage. Tout le monde l'avait depuis 3 mois, moi je l'avais pas. C'est dingue. T'avais quoi, 19, 20 ans Ouais, c'est ça, exactement. Et tout le monde avait prévu son stage depuis 3 mois, c'était calé, des conventions. Moi j'arrive à Paris, j'en ai toujours pas, on est au mois de juin, l'école me dit David, vous avez fait un... Et donc j'envoie une lettre à Radio France, parce que je me dis, moi en fait, je vais travailler à France Inter. Je vais à Radio France, je rencontre un mec, il me dit oui, il faudrait travailler là-dessus. Moi, je cherche un stagiaire. Je dis bah non, ça me plaît pas, je veux pas faire ça en fait. Ah ouais. Ouais. Alors que je rentre dans pour moi, c'était le Graal. Je rentre à la maison ronde, j'ai un entretien, machin truc. Et le mec me propose un truc, et je lui dis bah non, ça ne me plaît pas. Et je sais pas pourquoi le mec me dit ah, vous êtes sympa, attendez, je vais vous emmener voir Claude. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un. On va voir Claude au service partenariat, et le mec m'explique un truc, me vend, et je dis ok, cool. Ça, je veux bien. Ouais, incroyable. Trop bien. Non, mais trop bien. Comme quoi, il faut pas avoir peur de dire non. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment. Même si on est jeune, même si on machin. Voilà. Et je me suis retrouvé à bosser à Radio France. À la direction des partenariats. Donc, juste sous Jean-Marie Cavada. Donc, c'était hyper intéressant parce que c'était les partenariats que faisaient les chaînes avec des événements. Donc en fait, on était en constant... on était entre les directeurs de chaîne et, je dis n'importe quoi, mais le festival de je sais pas quoi, Étonnant Voyageur, qu'on gérait un petit peu les trucs, les échanges entre les deux. Génial. Et t'allais sur les événements Alors non. Okay. J'étais tout le temps à la maison, enfin à la maison de la radio. Mais de fait, j'étais tout le temps en réunion, mais avec que les big boss. Donc très vite, je me suis retrouvé avec des Jean-Marie Cavada. À l'époque, c'était le directeur de Radio France. Il y avait Jean Lucas encore. C'était dingue. Et moi, j'étais au milieu de ces mecs-là. Et on me disait, bah viens et tout. J'avais 20 ans et je me retrouvais, mais dans le truc qui était... Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si on avait regardé une course automobile toute sa vie en rêvant du truc. Et là, j'étais dans les stands, en fait. Ouais. Au cœur, tu vois, et je soulevais des capots. Et c'était dingue. Et à midi, les gens allaient bouffer à droite à gauche. Moi, je me souviens que je me prenais un sandwich. On m'avait montré des planques. Parce qu'il y a plein de planques. La maison de la radio, c'est un truc. Et je me souviens qu'il y avait un truc, on m'avait montré qu'en montant dans certains étages, bah, tu prenais un escalier, tu ouvrais un truc, et là, t'ouvrais. Et c'était il y avait la maîtrise de Radio France, enfin, l'orchestre, tu sais, ils ont un orchestre. Là là. Et alors, moi, j'allais bouffer tous les midis. Pendant les répétitions, le chef d'orchestre, c'était Kurt Masur à l'époque, hyper impressionnant. Et j'étais là où, tu sais, les mecs règlent les lumières, ouais. Tout en haut. Non, et en fait, entre les spots, je mangeais mon petit sandwich et j'écoutais les mecs répéter des trucs de dingue. Il y avait un orchestre de dingue, dirigé par ce chef d'orchestre qui était fou. Et tous les midis, j'étais avec mon petit sandwich, là, et j'écoutais cet orchestre répéter des trucs incroyables. Et je remontais au boulot. C'était fou. Donc j'avais ce petit truc, tu vois, ce petit truc que j'avais fait en stage. Et au sortir donc, de cette école où j'étais un peu dépourvu en termes de perspective, je me suis dit, les médias, c'est un bon truc parce que j'aime bien l'idée d'entreprendre. Depuis le début, j'aime bien ça. Mais le truc tel que c'était en école de commerce, tel qu'on nous l'apprenait, ça me faisait chier. Ouais. Mais l'idée de l'entreprise me plaît énormément. Donc, il y avait ça parce qu'en fait, une émission, c'est quand même une petite entreprise. T'as un budget, t'as une équipe, t'as un truc, faut gérer comme une petite entreprise. Et en même temps, ça a du sens parce que tu peux décider de traiter ce que tu veux comme matière. Ouais. Tu peux informer des gens, tu peux leur apprendre des choses. Donc, c'est quand même hyper important. Venant d'Aurillac, la source de culture principale, c'est quand même la téloche. Tu vois, parce que il y a un théâtre, mais il n'est pas ce qu'il était aujourd'hui. Donc, c'était nous, culturellement, je veux dire, et pour beaucoup de gens encore, la télé, c'est la seule source de culture. Enfin, tu vois, Et donc, je me disais, putain, les médias, il y a un truc. Et ce stage à la radio me dit, la radio, il y a un truc. Et donc, au sortir de l'école, je trouve un boulot, CDI, d'une radio associative à côté de Toulouse, qui dit, cherche mec pour reprendre la radio. En fait, en gros, ils avaient eu une autorisation d'émettre dans les années 80, parce que c'était l'ouverture de la bande FM, tu sais. Et là, le CSA, ou le CTR de l'époque, là, un truc régional, disait, bon, les gars, vous n'émettez plus. À un moment, on va vous retirer votre fréquence. Parce que là, vous êtes gentils, mais vous ne l'utilisez pas. Okay. C'était une radio à l'arrêt. Ouais. Je me dis, putain, mais c'est génial. Je vais reprendre ce truc. Je vais là-bas. J'arrive, reçu par des gens qui voulaient bien faire, mais qui n'avaient clairement rien à voir avec le monde de la radio. C'était dans une MJC, je me souviens. On ouvre une porte. Et là, on me dit, voilà, c'est le studio. Je rentre. Il y avait une table avec 3 micros. Derrière, une vitre en plexiglas. Une table de mixage comme as. Tu vois, hyper impressionnante, mais complètement désuète. Et puis surtout, rien à voir. Et puis, un lecteur CD et un radio-cassette auto-reverse. Ah là là. Et une antenne. Le truc, et toutes les semaines, il y avait le gars du coin, le gars du village, qui était très gentil, mais c'était un peu tu vois.
il venait gentiment prendre la cassette, mettre une autre cassette dans l'auto-reverse et appuyer sur play. Et donc, sur cette fréquence FM, mais non, t'avais une cassette qui tournait en boucle toute la semaine. Et t'avais deux gars qui venaient faire leur émission sur le hard rock pendant 3 heures. Autant te dire que personne ne les écoutait. Donc cette radio, personne ne l'écoutait. Donc moi, quand j'ai vu ça, que les mecs ils m'ont dit « Ah, vous êtes à la Radio France ?» Ils m'ont vu arriver de loin. Bon, je me suis dit « Feu !» Donc t'es arrivé pour diriger la radio. Exactement. Donc c'était génial parce que c'était vraiment, il y avait rien. C'était, tu mettais play, t'arrêtais, il y avait plus rien à l'antenne quoi. Si tu mettais stop, il y avait plus, il y avait plus de son. Et donc je me suis dit c'est génial, je vais reprendre ce truc. Donc pendant 2 ans, j'ai repris cette radio, je l'ai informatisée pour que la diffusion soit en continu et maîtrisée. En gros, je pouvais paramétrer ce que j'allais diffuser à 3h du mat'. Tu vois, donc c'était informatisé, donc c'était une grande nouveauté. Il a fallu les subventions, les machins, trucs. Bon, bref, en 1 an, le truc a été complètement informatisé. J'ai recruté des gens en mode bénévole au début, mais tu vois, je suis allé voir les collégiens, je suis allé voir un mec qui avait une association, nana. On a fait une grille. Moi, je me suis dit bon, mais go, mec, t'as une radio entre les mains. Donc tous les jours, je faisais une émission. Mais non, t'avais eu envie à la base de présenter ou à fond. Okay. Bah non, mais moi j'avais en plus j'avais des référents en tête toujours avec France Inter, des voix, des trucs, des manières, des phrasés, des montages. J'avais jamais fait ça de ma vie, si tu veux, mais j'avais quand même un truc de dire et là on envoie le générique, là bim, là je me coupe, là on met une musique, là le mec il va commencer à parler, je vais dire qui c'est après qu'il ait commencé à parler, enfin des trucs, tu sais des trucs où j'ai vu que ça s'était quand même un peu imprimé. Ouais. Et donc je me suis retrouvé avec un jouet. Et donc j'ai joué avec ce truc en dirigeant des gens, en créant des émissions et au bout de 1 an et demi, il y avait une grille de programme, ça tournait 7 jours sur 7, on commençait à voir. Et donc cette radio voilà, il y a eu une forme de renaissance. Ouais, c'est ça. Elle s'appelait comment ? Au départ, elle s'appelait Radio Fil de l'eau. Moi, j'ai dit, bon, j'assume pas du tout cette histoire de Baba Cool. Donc, je l'ai mis RFE, tu vois, parce que ça me permettait de garder le nom sans machin, mais bon. C'est pas terrible non plus, mais c'était moins. Oui, non, c'est clair. Et t'étais payé grâce aux subventions et tout. Ah non, j'étais là pour le coup, c'était un job, voilà, qui était, c'était mon premier CDI, machin truc. J'étais payé par cette association qui avait cette radio, qui avait elle des subventions ou de la mairie ou de je ne sais pas quoi. Et donc j'étais un des salaires de cette assoce. C'était pas grand chose à l'époque. Je devais gagner, je sais pas, 1 500 € par mois, je pense. Ouais. Mais j'avais mon CDI, ma petite bagnole. Alors je faisais un peu de route parce que c'était pas dans Toulouse, mais. Et t'aimais ça, quoi. Non mais c'était dingue. C'était dingue d'avoir ce jouet entre les mains, quoi. C'est incroyable. C'est-à-dire que je passais dans le bar du village et tu vois, je m'entendais. Et je me disais, ah putain, il y a un truc. Alors c'était pas le délire égo de s'entendre, mais c'était de se dire, à l'échelle d'un petit village, on va pouvoir fédérer des choses, créer des trucs. Tu vois, les collégiens qui venaient, on a mis en place une petite émission, c'était pas grand-chose. Ils racontaient un peu leur quotidien, des trucs, des machins. Ça parlait à tout le monde dans la région. Et ça s'écoutait, tout ça, et je trouvais ça magique. Mais vraiment... Le b.a.-ba de la radio, le truc, une CB à l'époque pour ceux qui connaissent, c'est comme si on parlait, mais pour la petite localité. Et ça a tellement bien marché qu'au lieu de retirer la fréquence, on en a eu une deuxième pour avoir un bassin un peu plus large. Ouais. Sauf que moi, au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, j'en ai marre. Je suis allé au bout de cette histoire. Je plafonne et j'ai besoin d'images. L'idée de l'image me manquait et là, je me suis dit, bon, la suite logique, c'est la télé, quoi. Cut, jingle. Ouais, grave. La suite au prochain épisode. C'est ça, exactement. Donc voilà. Donc je me suis dit, il faut que je fasse de la télé. Et alors, comment on fait quand on veut commencer dans la télé ? Eh ben alors, on fait. Moi, je n'ai aucun réseau, ce qui est vraiment ce qui était le problème de toute ma vie. Donc je me suis dit, comme j'avais fait avec la radio, fais les choses simplement, envoie un CV. Et à l'époque, ouverture de la TNT. Parce que moi, je suis né à une époque où il n'y avait que 6 chaînes. Ouais. Époque de dingue, quand même. 6 chaînes, on avait que 6 chaînes. Dont une qui était Canal, il fallait payer. Donc moi, j'en avais que 5. Ouverture de la TNT, on passe à genre 14 chaînes, je crois. Je ne sais plus comment c'était. Et à l'époque, il faut s'en rappeler, il faut recontextualiser les choses en écoutant ça. Il y avait Direct 8. Parce que Direct 8 n'était pas ce que c'est devenu. Oui, c'est clair. Voilà. Est-ce que ça n'est plus, du coup ? Exactement. Et c'est tant mieux. Mais Direct 8, à l'époque, c'était une chaîne qui avait l'ambition de tout diffuser en direct. Ah oui, c'est vrai. Toutes les autres chaînes étaient des chaînes, des déclinaisons de leur chaîne mère, tu vois, énergie machin, nanana, je sais pas quoi. Et en fait, Direct 8 était la seule finalement à avoir un vrai parti pris. Ah, j'avais complètement oublié. Mais c'était dingue. Et c'est pour ça que ça s'appelait Direct. Mais évidemment. Oui. Donc ils faisaient leurs émissions en direct. Et quand ils n'avaient pas d'émission à diffuser, non mais c'était lunaire ce truc. Ils diffusaient les caméras
des couloirs. Donc tu voyais ce qui se passait dans la chaîne. Non mais putain. C'était Secret Story. Exactement. Mais c'était barjo parce que tu te disais. Moi, c'était l'époque où il y avait Ardisson et tout. Moi, je commençais à me passionner pour les médias, machin, et à être là en mode, tu vois, lire des trucs. Et c'était l'époque où tout le monde en parle et tout. Moi, j'étais fasciné par Ardisson. J'avais écrit et tout à l'époque, je me rappelle. Et bref, je voulais ça en fait, quoi. Et Direct 8, c'était fascinant pour ça. Donc j'ai envoyé un CV à Direct 8 en réponse à une offre que j'avais vue sur un site internet. Et personne ne me répond, quoi. Parce que effectivement, à part avoir fait un stage d'observation dans une menuiserie, mon stage à Radio France, mais qui était un stage de... D'avoir dirigé une radio. Ouais, enfin bon... C'était pas non plus, tu vois, c'était pas... J'ai pas été à la tête de France Inter. Oui, mais tout dépend du poste. Ils recherchaient quoi ? Ouais, certes. Ils recherchaient un assistant, mais plutôt un assistant... c'était l'époque où le stage était vraiment... Il y avait aucun problème de conscience. On prenait des mecs vraiment pour taffer et c'était assumé, il y avait pas de... Mais surtout, on avait le droit de pas être payé à l'époque pour les stages. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai eu une petite gratification, c'était 300 €, je m'en souviens. 300 € par mois. Mais je cherchais des mecs qui avaient déjà fait de la télé, qui avaient déjà une expérience. Donc en gros, t'allais faire un stage, mais en fait, on s'en foutait. Enfin, il fallait que t'aies déjà de l'expérience. 0 expérience en télé. Moi, je ne savais rien du tout de tout ça. Et donc, il m'a pas répondu. Damien Amouchi, que j'adore et avec qui je suis resté très ami. Et il m'a pas répondu. Donc au bout de 15 jours, j'ai dit très bien. Je lui ai renvoyé le CV. J'ai renvoyé le CV à la même personne. En foutant n'importe quoi à l'intérieur. Mais non. J'ai bossé chez Canal, j'ai bossé machin truc. Je me suis inventé 3 expériences qui restaient crédibles, mais qui étaient complètement fausses. Genre, première expérience dans une télé locale, Télé Toulouse. Je sais pas quoi, je savais même pas quels étaient les postes. Donc j'avais mis production. Après Canal+, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que j'ai bossé sur telle émission, 0. Je me suis inventé 2-3 expériences, je lui ai envoyé. Mais c'est vachement audacieux, c'est ouf. Ouais, je sais pas si c'est... Ouais, je sais pas. Le mec m'a rappelé direct, du coup. Alors qu'il avait reçu mon CV qui avait dû passer à la poubelle en 2 secondes, donc ça s'était pas imprimé. Et du coup, il me dit, quand est-ce que tu peux venir ? Je dis, mais moi, je viens demain, quoi. Il me dit, ok, rendez-vous demain. Je dis, oh. Et donc, je suis parti faire mon rendez-vous. Je me rappelle, j'avais acheté un costume. Mon père m'avait acheté un costume et tout. À l'époque, Direct 8 était à côté de la Défense. C'était Rastignac. Ouais, je suis monté, je me suis dit, allez, je vais bouffer Paris, quoi. Je suis arrivé là-bas, j'avais mon costume, c'était too much, j'étais overdressed. Enfin, c'était pas possible d'arriver comme ça à un entretien. Et je fais l'entretien avec lui. Et ça fit bien, on s'entend bien. Il me dit, viens, je vais te montrer comment ça fonctionne. Et il t'a pas du tout parlé de tes précédentes expériences Si, du coup, je dis, voilà, nani, nana, enfin... Et toi, ça te faisait pas peur Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Au pire, il me dit, t'es nul, ou t'es con, ou t'as failli. Mais il voit pas le truc. Ouais. Et du coup, il me fait visiter la chaîne. Donc les gens qui connaissent reconnaîtront les termes, mais moi, il me dit, là, c'est là qu'on fait la digite, là, c'est des bandes des rushs. Alors, un banc de rushs, et donc un ordinateur où on regarde nos rushs. Voilà, tout simplement. Moi, un banc de rushs, je l'imaginais un banc, tu vois, où on met des rushs, mais je savais même pas ce que c'était des rushs, tu vois. Et je voyais pas de banc. Mais qui me dit, c'est là qu'on fait la digite. La digite, c'est quand on importe des rushs dans la machine. Je savais pas ce que c'était la digite. Il me dit, là, c'est là où on met le graphe. J'étais là, le graphe. Mais je pouvais pas du tout lui dire que je ne savais rien de tout ça. Ouais. Donc j'étais à moi, ouais. Et là, il me dit... Donc, on finit la visite, il me dit, c'est bon, t'es à l'aise, de toute façon, t'as vu ça. Moi, je dis, oui, c'est moi, ça, je connais très bien et tout. Et il m'amène dans un open space où j'étais seul parce qu'il y avait des travaux. Et là, il me dit, samedi, on fait un truc sur, je sais pas quoi, je sais plus, un truc sur... Je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, il me dit, il faut que t'appelles Philippe Gildas. Blam. Non, il faut que t'appelles Philippe Gildas parce que je le voudrais en plateau. Et il ferme la porte. Et là, je me retrouve dans un open space surdimensionné, tout seul, avec un téléphone, un ordinateur, et cette truc de dire, il faut que j'appelle Philippe Gildas. Incroyable. Mais comment on appelle Philippe Gildas ? Avec en plus tout le truc de me dire, putain, mais je ne sais pas du tout comment les choses fonctionnent. Ah là là, c'est dingue. Et puis Philippe Gildas, c'était un dieu. Enfin, c'était l'époque, il venait de quitter Nulle part ailleurs. Il venait de quitter Nulle part ailleurs. Tu vois, c'était un peu une sorte de pape. Ouais. Voilà. Et je me suis retrouvé dedans. Et là, mais comme dans les westerns, tu sais, j'entendais le vent souffler, quoi. Et j'étais là, bon. Alors David, il va falloir que tu sois à la hauteur de ta connerie maintenant. Mais c'est tellement osé, c'est dingue. Hein. Et je savais pas par quel bout prendre quoi que ce soit, en fait. Et mais sauter dans le grand bain, en fait. Tu sais, parfois tu sais pas nager, tu te dis bon allez, je vais apprendre. Là c'était monter sur un plongeoir et sauter dans le grand bain. Donc c'était... Et en même temps, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Et j'ai dû passer 48 heures
à regarder mon téléphone et à dire, bon, il faut que j'appelle Philippe Gildas. Donc je suis allé sur page blanche. Ah, il t'a pas donné le numéro? Ah mais non. Mais c'est ça. Non mais attends, il m'aurait dit appelle Philippe Gildas, voilà son 06, zéro problème. Non, il a dit il faut que t'appelles Philippe Gildas, je le veux sur mon plateau samedi. Bam. Ah ouais, donc démerde-toi. Mais voilà. Ok. Mais quand tu viens de ta petite campagne, que t'as jamais, tu ne sais pas ce que c'est que le show business, tu sais pas comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc j'ai tapé page blanche, Gildas Philippe, Paris. 0. Gildas Philippe, Versailles. 0, tu sais. Gildas Philippe, Île-de-France. Gildas Philippe n'était pas dans l'annuaire. Bah ouais. Voilà, le premier truc, quoi. Comment tu l'as trouvé? Eh ben, il y a une dame qui venait une fois par semaine dans cet open space de fortune où j'étais seul isolé. Et qui, au bout de 24 heures, au bout de la journée où elle était là, et moi c'était mon 2e jour où j'étais là, et le mec ouvrait la porte, t'as des nouvelles, Philippe Gildas? Ouais, j'attends qu'on me rappelle et tout. La dame m'a dit, il faut que tu vois avec son attaché de presse. Très gentille dame, je me souviens plus de son prénom. Il faut que tu vois avec son attaché de presse. Et j'étais là, ah ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un attaché de presse? Oh là là. Mais j'avais trouvé ça hyper sympa. Elle avait débloqué un truc, mais je m'étais dit, ok mec, tu vas y arriver comme ça. Tu vas débloquer les trucs les uns après les autres. Mais honte. Et du coup, au bout d'1 heure, j'avais dit, c'est quoi un attaché de presse? Non. Elle avait été trop mignonne avec moi. Elle m'avait dit, ben voilà, Donc j'avais commencé à chercher le truc. Du coup, j'avais trouvé l'attaché de presse de Gildas. Et là, bam, je m'étais dit, ok, c'est bon, je vais tout péter. J'appelle l'attaché de presse, c'était pas possible. Et en 3 jours, et en fait, je m'étais démerdé. J'étais arrivé à parler à cette dame. Et 3 jours après, j'avais accompli ma mission. Et là, je me suis dit, mec, t'es parti de là, t'as fait le job, rien ne peut t'arrêter. Ah là 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 là, c'est dingue. Ouais, et t'as appris tous les termes, du coup. Ah mais de seul, ouf. Et il a jamais su, Damien. Je lui ai dit après, mais il a jamais su que je savais pas. Donc après, très vite, en fait, dès que c'était une éponge, dès que je voyais un truc, je me disais, ok, là ça se passe comme ça, là ça se passe comme ça. Si t'es un peu observateur et que t'es pas trop con, t'as compris qu'en fait le rush il arrive là, qu'après il passe là, qu'après il est monté là, qu'après t'arrives en plateau, le magnéto, le conducteur, le mec en régie. Bon, au bout de 10 jours, j'avais compris comment ça fonctionnait. J'ai prolongé mon stage et en fait, au bout de 6 mois, j'étais comme un poisson dans l'eau. Ça a duré 1 an, le stage. Ah ouais. Ok. Et quand j'ai fini mon stage, les mecs m'ont dit, ah, ils t'ont viré. J'ai dit, mais non, mais mec, je suis pas employé. J'étais tellement à l'aise, j'étais tellement tout le temps là, je dormais sur place, je dormais sous mon bureau. Il m'arrivait plein de fois de dormir sur. J'adorais ça. J'en redemandais, quoi. Et comment tu vivais à Paris avec 300 € pour ton Alors, stage? mon père m'a aidé. Ok. Clairement, mon père, il m'a fait. Parce qu'il avait une petite. J'ai quand même fait une école de commerce, entre guillemets, à cause de lui. J'ai quand même passé. Il avait pas trop calculé la réalité des trucs, donc j'ai quand même passé un peu de temps dans ma jeunesse à avoir un peu la dalle parfois. Parce qu'il avait oublié que c'était bien gentil de me balancer à Toulouse ou machin, mais il fallait me donner un peu de sous. Donc j'ai bossé beaucoup pour voilà, mais les fins de marché, à glaner, machin truc. Les moments où par exemple t'as plus d'électricité chez toi parce que t'as pas pu payer ton truc et tu passes 3 jours sans électricité, ça c'est un truc à vivre. En fait l'électricité c'est très utile. Donc je m'étais un petit peu énervé et voilà, quand je suis à Paris, il m'a dit bon, là je vais un peu t'aider parce que je vois bien que je suis passé un petit peu à côté des choses. Quand j'étais en stage à Radio France, il m'avait quand même dit bah, achète-toi un vélo pour aller à Radio France. J'ai dit mais je vais pas prendre le périph' à vélo en fait. Bref, un peu déconnecté le gars. Ouais. Et donc là il m'a aidé pendant 2 ans parce que j'ai fait 2 ans de stage en fait au final, ça s'est un peu enchaîné après. Et pendant 2 ans, il a contribué à ce que voilà, je crève pas la dalle en plus de la petite gratification que j'avais et il m'a vachement soutenu à ce moment-là quoi. Mais je passais mes journées, et c'était fou. Je faisais 10, 12 heures, le soir je retrouvais un pote, on buvait des bières, on faisait les cons, on dormait 4 heures, hop à 7 heures j'étais là, je reprenais le taf et j'ai appris mais tellement qu'au bout de 6 mois, ce même Damien m'a dit bon putain, j'ai dit on devrait faire autrement, on devrait faire l'émission comme ça, enlever cette chroniqueuse, faire le truc. Il m'a dit vas-y propose-moi, on refait l'émission. Au bout de 6 mois, on a repensé toute l'émission, il m'a fait confiance, on a revu le décor, on a demandé des budgets, on avait refait toute l'émission, on avait viré les chroniqueuses, pardon. On avait vraiment tout reformaté et moi je m'étais dit mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est créer des trucs. Là en l'occurrence, j'avais pris un concept qui existait, on l'avait remodelé, mais je me suis dit mais moi je veux faire que ça en fait. Et tu voulais pas passer aussi devant la caméra comme t'aimais ça en radio Bah c'est compliqué. Si, j'aurais aimé, mais c'est compliqué. Et puis là, je voyais bien que je partais de très loin et que je pouvais pas encore, prétendre à. Et puis ça engageait d'autres choses. Fallait trop, je sais pas, c'était un jeu que j'arrivais pas à jouer, quoi. Mais en tout cas, voilà. L'image peut-être plus difficile ou
Non, c'est que ça implique d'autres choses de faire de l'image. C'est que moi, j'aime bien faire et concevoir. Et quand tu fais de l'image, pour en avoir fait après pas mal, un petit peu, en tout cas pour voir vraiment à quoi ça ressemble, il faut passer beaucoup de temps à faire sa place. Okay. Le faire savoir, se montrer, échanger, réseauter. Voilà. Et ça, je suis profondément naze à ça. Okay. Donc j'ai loupé plein de trucs comme ça. Mais voilà, moi je me suis dit, j'apprends et puis surtout, je veux concevoir des choses. Et en fait, ça va déclencher un truc qui va faire que en fait, pendant 15 ans, je vais faire que concevoir des choses en télé. Ce qui est rarissime en fait. Enfin, rarissime. En tout cas, dans les collègues et dans les gens que j'ai fréquentés, j'ai toujours été entouré de journalistes, mais qui ont créé des programmes, j'en connais pas. Et moi, je l'ai fait plein de fois. Ah, c'est génial. Ah ouais, t'as créé des programmes qu'on a pu voir? C'est des programmes peu exposés, parce qu'en général, les programmes très exposés sont soit des trucs qui existent depuis longtemps, soit des choses qui sont rachetées à l'étranger. Ouais. Genre, je vais pas te dire j'ai inventé The Voice, Tu m'étonnes. ni Secret Story, ou je sais pas quoi, ou des trucs qui font des Ou millions. Le meilleur pâtissier. Voilà, ouais, parce que ça, c'est des formats qui sont achetés par des chaînes à l'étranger. Mais souvent, par la suite, en fait, j'ai été embauché par des petites boîtes de prod qui ont commencé à me dire « Ah, on a un contrat, par exemple, avec Canal, qui veulent une émission de cuisine. » Et donc, en 2010, je me retrouve à formater, à me dire « Bon, ben ok, il faut faire 26 minutes. » Sur la cuisine, et ben ça va s'appeler le magazine de la cuisine. Il y avait un mec qui avait eu cette idée, qui voulait faire un truc, mais qui faisait pas de télé, donc on me confie le truc. Et donc, petit à petit, j'apprends à le faire tourner, à le concevoir, à mettre une rubrique, et puis une émission, 2 émissions. Donc pendant, j'ai dû formater comme ça 10-12 émissions, en fait, au cours de ces 15 dernières années, quoi. Sur plein de thématiques différentes. Donc tu bossais avec des boîtes de prod à chaque fois, c'est ça? Ou des chaînes, mais à chaque fois, c'était en gros... Très vite, on m'a appelé pour dire bon ben voilà, on a un brief, on voudrait une émission de cinéma par exemple, pour telle chaîne, dans tel format, ça doit durer 26 minutes, il faut qu'il y ait un peu de ci, un peu de ça, est-ce que tu peux nous faire un truc? Et donc je partais de la page blanche, j'écrivais l'émission, on pourrait la faire comme ci, on échangeait, et puis après, on me disait bon ben maintenant il faut la faire. Donc je me mettais dessus et puis je la faisais tourner jusqu'à ce qu'elle s'arrête ou jusqu'à ce que moi j'en ai marre et que j'ai fait le tour et que j'allais faire autre chose. C'est génial. Et il y a des thématiques qui t'intéressaient plus que d'autres ou t'étais ouvert à tout? Quand je rencontre la cuisine, en 2010 pour Canal, quand on crée cette émission, à l'époque c'était Cuisine TV. Et donc c'est une émission d'actu hebdomadaire et l'idée c'est de faire de l'actualité autour de la cuisine, ce qui n'est pas une évidence. Parce qu'à l'époque, à part Robuchon, les recettes, c'est un peu ça quoi. Et là, du coup, je me retrouve à faire des petits reportages sur cette thématique-là. Genre, je me retrouve à l'ouverture de sketch à Londres avec Pierre Gagnère. Parce que c'était Canal, et donc les portes étaient hyper ouvertes. Donc en fait, même si c'était une petite émission, en fait, quand t'appelais, c'était facile, quoi. Et là, j'ai découvert un monde, en fait. Là, pour le coup, il y a un truc qui faisait que, en plus, j'adorais la télé, j'avais découvert mon élément. Mais la gastronomie, là, il y a un truc il y a une piqûre. Je me fais piquer et ça va rester, quoi. Avant ça, tu n'y avais jamais pensé ou tu n'avais pas un attrait particulier? Non, pas du tout. Okay. Non, zéro. Pas de culture, zéro, aucune culture du restaurant. On n'allait pas au restaurant chez moi. Mais là, à partir de là, je vais commencer à me passionner par ça, à acheter masse de bouquins de cuisine, à tout lire. Tu cuisinais? Ouais, je cuisine depuis toujours. Depuis que j'ai quitté la maison familiale, à 17 ans, je me suis toujours dit, il n'est pas question que j'achète un truc qu'on a fabriqué, je sais pas comment on appelle ça, ultra transformé, et que je le bouffe. No way. Donc j'ai toujours fait le marché. Ouais, t'avais cette conscience quand même déjà. Alors je cuisinais pas bien, mais ma sœur avait un petit resto à l'époque. Ah ouais. Elle cuisinait dans un petit resto, donc j'allais l'aider aussi dans ce truc-là. J'adorais, c'était génial. Et on passait des moments géniaux. Enfin, ça partait toujours en couille parce que c'était l'époque, j'étais jeune et tout, donc ça picolait le soir. C'était la fête tous les soirs. Mais il y avait la cuisine là-dedans. Et voilà, puis moi je me faisais à manger, donc c'est resté, et donc quand la cuisine était déjà un peu là. Mais comme une nécessité, comme quelque chose de normal. C'est un truc à appréhender, ça doit faire partie de la vie, quoi. Mais là, quand j'ai fait ce truc à Canal, il y a eu un truc qui s'est passé et j'ai jamais lâché la cuisine et la gastronomie par son intérêt, parce qu'après, du coup, j'ai fait des émissions qui n'avaient rien à voir, enfin, sur d'autres thématiques. De temps en temps, une émission de cuisine, mais ça n'a pas été un fil rouge non plus. Mais moi, à titre perso, ça allait rester, Ouais, complètement, quoi. Et donc, je vais faire comme ça, enchaîner de prod en prod, avec des boîtes qui se refilent mon nom pour créer des trucs. Et puis, je vais rentrer à TF1 pour créer une émission de cinéma, parce que c'est quand même ma deuxième passion dans la vie. Et c'est une émission où je vais interviewer plein de gens. Putain, génial. Ouais, super. Tu es encore là? Extraordinaire. Non, je suis plus depuis quand?
Depuis l'été dernier, depuis 1 an. Oh. Ouais. Félicitations. Je sais pas, mais en fait, je peux pas. À TF1, il y a un truc qui fait qu'on peut pas être embauché plus de tant d'années, parce que sinon ils sont obligés de te passer en CDI, et tout le monde peut pas être en CDI, bien sûr. Je me posais la question, t'étais indépendant en fait à chaque fois non, quand tu proposais aux boîtes de prod, aux chaînes. Non, en général, c'est les chaînes et les boîtes de prod qui m'appelaient et qui me salariaient, tu vois. Okay. Donc elles me disaient on te prend pour 1 an pour développer ça, et je développais le truc, on le lançait, et puis. Donc c'est des sortes de CDD. Ouais. Ok. CDD. J'ai dû rentrer de faire de la téloche en 2007-2008 et j'ai arrêté vraiment d'en faire pour le reste l'an dernier. Bref, et tout ça a été que du CDD. Jamais vu un CDI de ma vie, dingue. Quoi. Ouais. Avec en juin-juillet, ciao. Ou parfois viré du jour au lendemain. Je me suis fait virer au-dessus d'une pissotière une fois quand même. Mais non. Avec un mec qui m'a dit au fait, on n'a plus de budget, on va être obligé de t'arrêter. Mais c'est quoi ça? Quand Demain. Bon voilà. Sachant que je savais que j'allais être embauché 1 mois plus tard, mais voilà, c'est des trucs comme ça, tu vois, il y a une espèce de... Bon, à l'époque, on mettait peut-être aussi moins l'effort, mais il y avait un truc un peu plus... C'était raide, quoi. Ouais, et t'as jamais été stressé, justement, par l'incertitude du lendemain? En fait, très vite, tu comprends que dans ces milieux-là, c'est la base. Que de toute façon, une saison de télé, elle s'arrête en juillet, et que n'importe quelle émission, quelle qu'elle soit, même si elle est... pour avoir travaillé beaucoup à 50 Minutes Inside, qui est une institution, par exemple, chaque année, entre guillemets, par définition, le sort de cette émission est remis en cause. On n'est pas sûr qu'elle revienne à la rentrée. Donc, c'est dans l'ADN du bordel de savoir que potentiellement, en juillet, ta vie professionnelle s'arrête. Donc, très vite, tu comprends que c'est avec ça qu'il faut dealer, quoi. Ouais. Et que tout le monde deal avec ça. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et petit à petit, tu commences à te faire un réseau. Il y a des gens qui partent, qui vont ailleurs, qui machin, et donc très vite tu connais un peu des gens un peu partout et qui font appel à toi si besoin. Ouais, donc toi qui disais que t'étais pas très bon en réseau, en fait là tu t'es créé un vrai réseau. Alors oui et non, parce que je suis extrêmement mauvais, mais... T'es en train de te créer une croyance. Ah non, là-dessus je te jure je suis nul. Alors là pour le coup, tu vois ce que tu fais toi de dire « Allô, ouais ce serait cool, faut qu'on boive un café, faut qu'on se rencontre ». Putain mais moi... Sérieux ? Ah non. Ah ouais, non. J'ai très mauvais là-dessus. Mais en tout cas, en télé, je me suis créé un réseau malgré moi, parce que de fait, tu es en contact avec plein de gens. Donc à un moment, ces gens s'en vont. Et si ces gens entendent qu'ils ont... Eux, ils te rappellent. Mais moi, j'ai fait des déj et tout. Putain, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. C'est une cata, quoi. Pourtant, c'est marrant, je te vois vraiment comme quelqu'un de très sociable, quoi. Et qui a... Enfin, voilà. Je sais parler aux gens. Ouais, c'est ça. Et tu t'intéresses aux gens aussi. Ah, mais à fond. C'est le seul intérêt. Là, je parle de moi parce que tu me le demandes. Mais le seul truc qui m'intéresse, c'est les autres. Enfin, j'ai pas d'autres... pour moi, c'est la base du réseau, en fait. Si t'aimes les gens, que tu t'intéresses à eux et que, enfin, voilà, t'as du bagou. Ouais, mais alors, pour le coup, comme je suis quelqu'un de... J'ai peut-être une qualité, mais qui est souvent un défaut, c'est que j'ai du mal à gérer mon enthousiasme. Donc, et j'ai des idées assez régulièrement. Et donc, pendant longtemps, si tu veux, j'ai appelé des gens ou écrit à des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam en me disant putain, j'ai une idée, faut qu'on se voit, faut que je t'en parle, faut qu'elle existe, et donc je me suis pris un nombre de portes dans la gueule de gens qui ne me répondent pas, mais genre j'ai peut-être 100 fois, 100 idées différentes. J'ai essayé de les vendre, d'appeler, de machin, Personne ne m'a jamais, dit ah oui, c'est buvons un café. Ouais. Donc si tu veux, plein de fois, je me suis pris des portes comme ça. Je me suis dit, wow, c'est tellement chaud. Et du coup, de dire à quelqu'un, salut. Est-ce qu'on pourrait boire un café ? Je le fais depuis peu, parce que maintenant, voilà, à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, j'estime que si je prends mon téléphone et que j'appelle un mec ou une nana, peu importe, enfin je veux dire une personne, si je lui dis je veux qu'on se voit, là si elle me dit non, ça me fait un peu mal. Mais j'ai mis du temps. Ouais, c'est marrant. Ah ouais, ça fait chier. Ouais. Pas pour moi, pas en termes d'ego, mais parce que je me dis c'est trop con. On a un problème en France aussi, je pense, qui est que pour accorder du crédit à quelqu'un, pour lui ouvrir la porte, pour lui dire je vais t'écouter, je vais écouter ton idée, machin, putain, il faut être survalidé, que le mec il t'ait vu, que tu sois reconnu, que t'aies 400 000 followers, que t'aies machin, que t'aies fait un CV, que t'as... Ah ouais, ok, je te reçois. Putain, tu vas dans n'importe quel autre pays, les anglo-saxons, les pays de culture anglo-saxonne notamment, les mecs ils disent ok, je vais prendre 10 minutes, quoi. Je vais prendre 10 minutes et je vais te rencontrer, quoi. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois quand même comme ça d'avoir des mecs et clairement ils étaient d'une autre culture. Ok. Prenons un café, je prends 10 minutes sur mon emploi du temps, tu me pitches ton truc, je vais pas t'en donner 15 en revanche. Je vais t'en donner 10, mais je vais te recevoir. Ouais. Tu sors de nulle part, je ne sais pas ce que t'es, mais viens et tu me pitches ton truc. Donc voilà, c'est pas si facile que ça, je trouve, d'avoir ce... Pour le coup, tu parlais d'audace tout à l'heure, et c'est une vraie audace pour moi de décrocher son téléphone et de dire vas-y,
Ouais, Vas-y, on se voit. mais justement, t'en as eu tellement quand t'as postulé à des boulots, des choses comme ça. Enfin, c'est marrant. Ouais, mais parce que c'était une nécessité. Ouais. C'est parce que, en fait, en gros, il y avait ça ou rien, en fait. Oui, t'avais pas Donc, le choix, si tu veux, quoi. là, voilà. C'est pas comme quand j'ai des idées où je me dis, tiens, putain, je pourrais appeler Franck Hanez. Faut vraiment que je l'appelle. Mais j'espère qu'il décrochera, c'est du genre à décrocher. Mais voilà, c'est pas une évidence, je trouve. Ok. C'est violent, quoi. Faut se faire violence, quoi. Ouais, au début. Mais effectivement, si t'as pris la violence de la déception en plus des portes et tout ça. Ah ouais, trop dur. Ouais. Oui, dur. alors j'avoue, moi je suis un peu passée outre maintenant ça. Il y a un bouquin qui est génial là-dessus, c'est un best-seller japonais, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Ah ouais. C'est génial. Et justement, de ne pas faire les choses en fonction des... Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. mais c'est encore plus simple en fait. Je te l'offrirai. Ouais, c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est ce qui se joue, parce qu'on m'a dit parfois, toi, t'as peur de pas être aimé, et au fond, globalement, je m'en fous un peu de pas être aimé. En revanche, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Oh, ouais, être aimé, on s'en bat. Par contre, être armé d'une intention qui n'a rien à voir avec nous. Genre, je veux que ce projet existe, je veux. En plus, c'est toujours des intentions qui sont tournées vers les autres. Putain, là, quand ça s'ouvre pas en face et que les mecs te disent, sans te le dire, puisqu'on te répond souvent même pas, on s'en bat. Waouh. Ouais, c'est trop dommage. Ça, c'est raide. Ouais. Ça, c'est raide parce que tu dis, putain, moi, j'ai juste une intention sympa, je veux que ça existe, c'est un peu con de pas répondre. Ouais. Ça, je l'ai vécu plein de fois quand j'étais plus jeune, quoi. Donc, bon. Non, et puis le washi-washa, putain, dire à quelqu'un, ah, salut, je sais pas faire, en fait. Ah non, moi non plus. Moi, je déteste ça. Ouais, mais en même temps, toi, tu sais briser la glace, tu sais faire le truc et tout, t'arrives. Putain, alors moi, tu mets face à quelqu'un, je suis bon. Ouais, j'ai du mal avec le small talk, hein, c'est marrant. J'arrive à parler 3-4 heures, faire parler les gens, mais le small talk, j'aime vraiment pas ça. Quoi. Parce que je trouve ça très superficiel. Ah, mais moi, je sais pas faire ça. Ouais. Mais donc, ça rend les choses compliquées. Ouais, tu vois, le nombre de fois où, parce que dans mon métier, je suis invité tout le temps, tu vois. Genre, il y a des trucs dans des hôtels, dans des machins. Mais l'angoisse. Je le dis là pour les attachés de presse qui m'invitent, si je ne viens pas. Alors, déjà, d'une part, je ne fais plus rien le soir maintenant, mais quoi qu'il en soit, j'ai dit plein de fois non, parce que c'est l'angoisse. Le nombre de fois, ou les quelques fois où j'y suis allé, et où je me suis dit, oh, je connais personne. Et tu connais personne. Il y a des gens, ils sont hyper doués, ils connaissent personne. Bonjour, machin, je suis là, machin, je travaille chez Nani Nana, et vous faites quoi? Putain, mais ça? Moi, du coup, au bout de 5 minutes, à chaque fois, je prenais mon téléphone. Ouais, attends, bouge pas mal. Je me barrais, tu vois, avec mon téléphone. Non, mais l'angoisse. Parce que l'angoisse. Ouais, mais en plus, c'est pour le boulot. Donc, au final, même tu t'en fous de. T'arrives à aller au resto tout seul? Ah, mais je ne fais que ça. Ouais. Et j'adore aller au resto tout seul. Ouais. Ah, non, mais j'adore aller au resto pour tout moi, seul. c'est un peu le même genre. C'est en fait, tu sais pourquoi mais t'es là. T'as pas à parler. Et, bah oui, mais quand t'es invité au coq, dans un truc au Royal Monceau, dans ton truc qui n'a rien à voir avec le même, parce que t'es invité, et que tu connais personne. Oui, mais c'est pour une présentation de quelque chose. Ouais, franchement, moi je suis invité pour tout et n'importe quoi. Ouais. Donc si tu veux, les mecs qui sont là, c'est la nouvelle carte ou je sais pas quoi, on s'en fout, ils invitent dans les 50 machin truc. Tu connais pas les gens, il y a des gens ils sont là, oh salut, ça va. Ou alors pire, ils connaissent pas, ils sont là, et vous faites quoi? Putain, mais talent, mais quel talent! Alors moi ça m'angoisse, je sais pas faire, tu vois. Donc je fais semblant d'être appelé. Oui, ouais, ne quitte pas. Je sors comme ça, je te capte pas et je me barre quoi. Parce que je suis là, je peux aborder des gens, on s'en fout quoi. Mais c'est vraiment pour le coup, c'est là où je suis très mauvais parce que dans ce milieu-là, c'est important d'avoir cette capacité à. Je connais des gens, des amis qui sont tellement doués là-dedans, ils connaissent personne, ils s'en foutent. Ouais. Ah salut, tu fais quoi? Et putain, et ils sortent de la soirée, ils disent c'est génial, j'ai rencontré un mec et tout, une nana qui fait ci, qui fait ça. Je me dis putain, mais vous êtes trop fort quoi. Moi, je sais pas faire ça. Et pourtant. T'as un très gros réseau quand même. Enfin, on va venir ensuite au podcast à la gastronomie. Moi, je sais pas l'évaluer. Et puis les chefs que t'as interviewés et tout ça. Mais encore une fois, c'est un réseau qui s'est fait de manière très concrète. C'est pas des gens que j'ai rencontrés par hasard. Moi, j'ai pas des liens avec des gens que j'ai rencontrés en soirée en disant ah c'est génial, tu te rappelles, on était sur un rooftop, tu me connaissais pas, je te connaissais pas. C'est zéro quoi. Ouais. Moi, les gens que je connais, les gens qui constituent mon réseau, si on doit parler de réseau, c'est des gens que j'ai rencontrés pour des raisons précises, pour faire quelque chose, tu vois, avec qui... Du coup, en revanche, je crois que les gens avec qui je travaille, on a des liens très solides et une vraie confiance. Mais, putain, le truc du washi-washa, ça... washi-washa. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Jamais entendu. Non, mais je sais pas comment on dit, mais tu vois le truc, enfin... Le small talk. Ouais, le small talk. Ouais. Naze. Et alors, comment on passe de l'émission de ciné sur TF1 à lancer un podcast ? Alors, l'émission de ciné, elle a duré pendant des années. Elle existe encore, d'ailleurs. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Clap. Original. Elle est diffusée sur TMC, sur TFX.
C'est un programme très sympa d'actu ciné qui m'a permis d'interviewer des centaines de gens du cinéma. Donc c'est toi quand même qui interviewais devant la caméra ? Ah mais je faisais tout. Okay. J'interviewais les gens, je montais, j'écrivais et machin, ouais. et je livrais. J'étais seul à bosser là-dessus, alors avec un monteur parce que je fais pas de montage. Mais en gros, on sortait cette émission chaque semaine comme ça. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ok. Bon, pas si compliqué quand on sait faire, mais voilà. Et c'était super. Et quand il y a eu le Covid, je me suis dit, génial, on va faire des podcasts puisque comme ça, on va faire ce qu'on veut, comme on le veut. Et en plus, on va gagner de l'argent parce que du coup, on va faire un podcast sur machin, on ira voir telle marque, on ira faire un podcast, on ira voir telle marque. T'as vraiment cru qu'on pouvait gagner de l'argent avec le podcast ? Ah, mais vraiment. Vraiment. On était en 2019-2020, je me suis dit, avec le savoir-faire, entre guillemets, de produire, de machin que j'avais, je me suis dit, mais là, les gars, laissez tomber. On va traduire ça en anglais, on va vendre ça aux States et tout. En plus, en 2019-2020, le podcast en France, c'était et t'appelais les quoi. gens, ils te disaient, pod quoi ? T'étais Ouais. là, c'était un podcast, les gars, quoi. Donc, non, grosse tolasse. Gros fail. Et tu savais ce que tu voulais faire comme émission ? Alors ouais, en l'occurrence, quelques années auparavant, j'avais mis en place une habitude avec mon meilleur ami, 15 ans plus tôt. On se voyait une fois par semaine, on se disait « Ok, quelle idée on a ?» Et on imaginait des prods qu'on pourrait faire. Ah, c'est génial. Une fois par semaine, on se retrouvait le matin à 8h, on prenait un petit déj, au Starbucks, à Opéra ou ailleurs, mais souvent c'était au Starbucks Opéra, je sais pas pourquoi. Et on se disait « Ok, on adore cette idée, comment on fait, machin ?» En se disant peut-être qu'on va y arriver, peut-être qu'on va lancer notre boîte et peut-être que cette idée va exister. Et parmi toutes ces idées-là, j'en avais eu une, et on avait un peu réfléchi à ça, qui était de se dire, on va prendre des chefs, parce que moi j'étais passionné par ça, et en fait, ils vont pas nous parler de cuisine. Ils vont nous raconter leur vie, et en comprenant et en découvrant leur vie, on va comprendre comment c'est dessiné leur cuisine. Mais c'était de la vidéo, et on voulait faire une série, on se dit, c'est génial, on va faire un épisode par chef, ça va être une série, machin truc. Chef's Table est arrivé sur Netflix. Mais non. Et je me suis dit, putain, les mecs, non seulement c'est ce qu'on aurait rêvé de faire, mais évidemment qu'ils l'ont bien mieux fait, j'imagine. Alors peut-être qu'on aurait été très très bon aussi. Oui, mais ils l'ont très bien fait. En l'occurrence, ils l'ont très bien fait. Ouais. Ça m'a retourné. Je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je voulais. C'est ce qui me manquait, c'est ce que j'aurais aimé voir et c'est ce que j'aurais aimé fabriquer. Et ça a été tellement bien, ça m'a tellement scotché. J'ai tellement mangé tous les épisodes de tout. Bref. Cette idée, je me suis dit, fini, quoi. Tu vas pas faire la même chose, tu vas pas envisager de faire la même chose, c'est absurde. Et donc, quand l'idée de faire des podcasts est arrivée, je me suis dit, mais vas-y, fais-le en audio, parce que ça n'existe pas, et parce que Chef's Table aurait existé avant que j'ai eu l'idée, je me serais dit, c'est con, je me serais empêché de l'avoir, je me serais dit, on va te dire que c'est Chef's Table en audio, c'est trop facile. Mais comme je savais que moi j'avais eu l'idée pour ma conscience en fait avant que cette série n'existe, je me suis dit j'ai rien à foutre finalement, moi cette idée c'était la mienne aussi, je vais le faire en audio. Et donc cette étincelle. Et donc je me suis dit vas-y feu, ça va être le premier podcast. Et je suis parti. Ça me paraissait hyper vertigineux comme truc parce que je venais de la télé. Donc si tu veux, c'était quand même... On a pu m'envoyer à New York pour faire Scarlett Johansson pour 3 minutes. Donc c'était ça la télé. C'est que j'allais partir, j'avais un chronomètre derrière Steven Spielberg, c'est que des trucs très très courts. Et là d'un coup je me dis c'est moi qui vais faire. Donc je vais faire des trucs très très longs. Je vais kiffer mon métier de journaliste enfin. Ouais. Et donc il y avait un pote à l'origine, Nathan Cohen, qui me dit vas-y je te suis. Et lui il me donne le coup d'épaule pour me dire putain je vais pas être tout seul à me pointer avec mon micro. Ça fait quand même beaucoup de choses à penser au début quand t'es journaliste. La technique et tout, c'est un truc, plus tôt on peut être accompagné, mieux c'est. Il vaut mieux éviter de faire les choses tout seul d'un coup. Donc ça me donne le coup d'épaule et on part en Bretagne. Je sais pas pourquoi. Quelques années auparavant, j'étais allé déjeuner chez Olivier Belin, qui est à Plomodierne, grand chef. Et le mec était au bout du rôle. Je le vois fumer une clope à la sortie du truc. Je discute 2 minutes avec lui et je me dis... Lui, il en a sous le capot, ou en tout cas, il en a gros sur la patate, ou en tout cas, il y a une histoire derrière, c'est obligé. Parce que quand même, ça faisait... je sais repérer ça. Tu lui avais parlé à l'époque déjà ou 1 minute. Ok. Et puis, j'avais pas l'ambition de mon projet à ce moment-là et tout ça, mais je m'étais gardé dans un coin de ma tête, ce mec-là, c'est un perso. Il se trouve que ça s'est révélé, parce que quelques années après cette première rencontre, le mec a pété les plombs, il a fermé son resto, enfin, c'était tout un gate. Il l'avait rouvert et donc là, c'est lancé mon projet. Je me suis dit, ce sera lui le premier. Donc on part avec mon pote Nathan, avec nos 2 micros, direction Plomodierne. Tu l'avais appelé déjà? Bout de la Bretagne, ouais, on cale le truc, machin. L'avantage que j'ai aussi, c'est qu'en bossant depuis 15 ans en télé, je connais tous les attachés de presse, on a bossé ensemble, j'ai de bonnes relations avec eux, c'est un lien de confiance, ils savent que je les mobilise pas pour faire n'importe quoi.
Donc très vite, les portes s'ouvrent assez facilement en fait. Et donc on arrive là-bas. Et là-bas, en fait, on se pointe, on met nos micros, et j'ai fait 8 heures d'interview. C'est le premier épisode de Chef, 8 heures. Alors en 2 fois, 4 heures. Ah ouais. Ah oui, tu m'as battu là. Non mais 8 heures ouais. Mon Dieu. Je me souviens, la nuit tombe, ça finit, il y a la pluie. Mais et il avait le temps, il avait il a pris 4 heures. Mais, alors si tu veux, le truc que je me suis dit, c'est que comme c'est mon projet à moi, et que j'ai pas un directeur de chaîne, un nani, un nana, c'est ma prod, là je fais ce que je veux. Et les mecs, ils acceptent ou ils acceptent pas, mais c'est ça, sinon rien. Donc je lui avais dit 2 interviews. Comme ça, j'en fais une première, je la réécoute, et dans la deuxième, je vais creuser tous les trucs que j'ai pas eu. Waouh. Complètement con. Au final. Et donc, on a fait 2 fois 4 heures d'interview. On a passé 3 jours là-bas, et c'est un souvenir extraordinaire. Ouais, et on est revenu avec Nathan en se disant, putain, mais on a eu des trucs, des émotions, des moments, machin. Post-prod. Donc là, je rentre en montage. Parce que moi, je voulais faire un montage, à la différence de plein de podcasteurs qui n'en font pas. C'est un truc que j'ai découvert au début. Moi, je viens de la télé, donc le montage est un dû. Ouais. Sinon, ça veut dire que t'as pas bossé. Quand tu veux faire de la narration et tout, moi, je trouvais ça... Ouais. Et donc, je voulais monter 45 minutes. Donc, il a fallu passer de 8 heures à 45 minutes. Et après, comme Nathan faisait du son et de la musique, on s'est dit, on va créer la musique sur l'interview. Donc, composition originale, c'est dingue. sur le truc, comme genre... Moi, mon rêve, c'était Ascenseur pour l'échafaud, tu vois, avec Miles Davis qui compose devant les images. Mais là, pareil. Enfin, c'était pas Miles Davis. Et oui, c'était mais pas... ça se ressent limite comme ça. Enfin, mais on l'a écrit, on a les premiers épisodes, on a composé la musique sur les interviews, quoi. Donc, tout est complètement con dans cette histoire parce que ça nous a pris un temps monumental, une énergie monumentale pour évidemment 0 €, parce qu'on faisait ça pour la beauté du geste. Et mais vous étiez fiers de ce que vous avez sorti. Ah putain, c'était trop, j'étais trop content. Il y avait même des bruits de cuisine et tout. Ah mais on recomposait tous les trucs et tout. Il y a le 2e épisode est sur Yannick Aleno. Il y a un moment où on a recomposé le son du Meurice avec des portes de la cuisine qui s'ouvrent, avec le bruit de la salle qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort dans la cuisine. C'était dingue, mais c'était débile parce qu'en termes de production, on passait beaucoup trop de temps sur un seul épisode. C'était je sais pas, mais on devait passer 40 heures sur chaque épisode, quoi. En plus de l'interview, quoi. Mais c'est pas ce qui a permis de vous démarquer, même si vous gagnez pas votre vie avec ça à ce moment-là. En tout cas, ça a montré que le produit, in fine, était propre. Exactement. Mais nous, on s'est épuisés, quoi. Et d'ailleurs, au fil du temps, j'ai perdu Nathan parce qu'à juste titre, il me disait, t'es gentil, mais très vite, il m'a dit, mais attends, mais quand un jour, tu penses qu'on va gagner des sous avec ça? J'ai dit, écoute, là, franchement, je peux rien te garantir, mais je veux pas lâcher, quoi. Au bout d'un moment, il a lâché, je le comprends, parce que lui, sa partie, elle était pas marrante non plus. Enfin, et donc, on a sorti un premier épisode, et moi, naïvement, je me suis dit, les mecs vont écouter cet épisode, ils vont se dire, putain, mais c'est formidable, faut sponsoriser ça. Mai 2020. Ah, mai 2020. Mise en ligne en mai 2020 du premier sur Olivier Belin. Et là, t'attends. Et là, tu vois 14 écoutes. Et t'avais pas enregistré d'autres épisodes? Non. Ah ouais. Mais non, parce que j'allais faire un épisode, ça allait être un carton. Et là, t'es là, 80 écoutes. 150 écoutes. Et puis voilà, quoi. Et t'es là, au bout de 2 mois, tu te dis, putain, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui fonctionne pas, quoi? Et t'avais communiqué autour et tout? Ouais, mais quand tu communiques avec tes personnes, tu vois, bien sûr. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de truc, enfin, je veux dire, on n'avait pas créé d'Instagram, machin. Le désert, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette connerie, quoi? Du coup, j'ai dit, bon, je vais en faire un 2e. Tu vois, t'en fais un 2e. Pareil, quoi. Et là, tu te dis, ah, mais c'est peut-être parce que j'en ai pas fait assez. Donc, t'en fais 4 d'un coup. T'en mets 4 d'un coup. Ah là là. Et dingue. Tu bossais encore à la télé à ce moment-là? Ouais, j'ai tout fait en parallèle. Qu'en plus, Et eux, les chaînes, ça les a pas intéressés, limite, de sortir leur podcast ou de travailler avec toi là-dessus? À l'époque, ils comprenaient pas, ils voyaient pas l'intérêt. J'ai fait un rendez-vous, je me souviens, une fois, j'ai sollicité Ara Prikian, qui est numéro 1 de TF1. Et il m'a dit, non, mais les podcasts, j'y crois pas. Ouais. Bon, quand t'es à cette échelle de production industrielle et que les enjeux sont tels, enfin, je veux dire, les flux voilà, dont on parle en termes économiques en télé sont considérables. Ouais. Donc si tu arrives avec un projet qui va rapporter 10 ou 15 000 balles max par mois, bah, tu t'es sous les radars. Ils ont d'autres choses à gérer et je comprends. Hein. Ouais. Donc voilà, il n'y avait pas de résonance, quoi. Et donc il s'est passé 2 ans où je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, en fait. Et j'ai bousillé une partie de ma vie perso là-dedans parce que c'était les week-ends, c'était les trucs. Le Covid, je l'ai passé dans une salle à monter. C'est ouf. Hein.
Et voilà, juste pour que ça existe. Et les chefs, eux, par contre, à chaque fois, m'écrivaient à chaque truc. Je suis hyper touché. Jamais, c'est exactement moi. Jamais on a dépeint un portrait aussi précis. C'est exactement. Ils étaient trop contents. Donc ça m'a fait tenir. Et les audiences ont augmenté. Ouais, mais c'était cata. Non, mais c'était cata. Les audiences ont augmenté, mais. Ouais. Et puis moi, je n'avais pas compris le truc. Si tu veux un podcast, il faut poster, en fait. C'est vrai, comme ça ressemble à une forme de réseau, en fait. C'est une pompe qu'il faut sans cesse alimenter. Si t'en fais un, nous on en a fait un, puis l'année d'après on en a fait 4-5. Mais moi à un moment, j'ai dit en fait il faut en faire tout le temps, faut publier toutes les semaines, quoi. Et avant ça, si tu veux, il s'est passé 2 ans et demi où putain je ne comprenais, je me disais mais qu'est-ce que je fous, quoi. Toutes les soirées que j'ai passées à discuter à l'époque avec la mère de mes enfants qui me disait tiens bon, qui a pas consacré des heures à me soutenir là-dedans. Et c'était absurde. Et tout disait faut arrêter. Et toi, justement, tu t'es jamais dit que t'allais arrêter ? Il y a un truc qui se met en place à ce moment-là. C'est vraiment pas le truc à faire pour les gens qui nous écoutent et qui veulent monter un podcast. Si ça ne marche pas, arrêtez. Non mais vraiment, tu vois. Il y a un truc, si à un moment il n'y a pas... Soit il faut avoir une communauté, soit il faut savoir faire monter le truc, soit avoir quelqu'un de célèbre qui hoste le truc, partir tout seul avec son micro, bravo. En tout cas, moi, quand on vient me voir pour me dire, parce que maintenant c'est ce qui se passe, bien sûr. Je dis, les gars, n'y allez pas. N'y allez pas. Ou alors vous allez faire comme moi et vous allez y passer votre temps. Et là, tu vois, nous on est dans un studio, tu fais ça très bien et tout. Moi j'ai démarré avec mes petits, et c'est encore ça, avec mes petits micros, d'une violence, t'es là, t'es crevé, tu mets tes micros, t'as traversé la France, tu vas voir un mec qui sait pas quitter, t'es là, oui alors c'est un podcast. Ah ouais, c'est quoi un podcast? Ouais, mon attaché de presse m'a paru fait, t'es là, oh putain. Non, c'est violent, très violent. Donc ça a mis beaucoup de temps, Et t'arrêtes pas parce que tu t'es tellement fait chier sur 1, sur 2, sur 3, sur 4 que tu dis attends mais je vais pas m'arrêter avec tout ce que j'ai donné comme temps, comme énergie. En fait moi je ne lâche pas l'affaire en fait. Je ne veux pas lâcher l'affaire. Tous les retours que t'avais étaient excellents, non ? Ouais, d'un point de vue qualitatif, tu vois, le succès critique comme on dit quand il y a personne qui vient dans une salle de cinéma, il était là. Donc je me suis dit ça va bien finir par marcher. Ça va bien finir par fonctionner, quoi. Donc je ne lâche pas, quoi. Mais à quel prix, quoi. Et donc au bout de 2 ans et demi, est-ce qu'il y a... Au bout de... Je sais pas à partir de quel moment on peut dire que les choses marchent. Moi, j'ai toujours dit, on verra quand on gagnera de l'argent avec ça. On verra quand un jour on nous paiera pour ça. Et donc, en fait, plus je m'obstinais, moins j'avais de validation, plus j'intensifiais le truc. Jusqu'à arriver il y a 2 ans, donc au bout de 2-3 ans, à me dire ok, ça va être toutes les semaines, quoi. Mais là, bourrin, tu vois. Le mec, moins il y arrive, plus il sulfate. C'est vraiment le truc. Du coup, t'arrives à sortir toutes les semaines alors que t'as ton taf à côté, quoi. Ouais. Non, mais c'était n'importe quoi. Et t'étais seul dessus. Enfin, vraiment, à monter, à tourner. Ouais. Non, mais horrible. Les week-ends, les nuits, enfin, c'est cata. Et avec les enfants, c'est ouf. Et avec les enfants. C'est là qu'il est bon d'être 2 et qu'il faut savoir rendre hommage. Même si si je suis pas trop absent, ça m'a absorbé énormément. Et puis il y a une époque où je faisais de l'antenne pour TF1, enfin ça a été un truc, voilà, qui même physiquement est allé jusqu'à ce que je tombe par terre, si tu veux. Donc ouais, c'était un peu violent. Et depuis, il y a 1 an, il y a un mec qui m'appelle, avec qui je déjeune, et dont il faut saluer ici la présence dans la timeline à un moment, et qui est Tristan du Club Pépite. Et Tristan, à un moment, me dit, je lui explique le truc, je lui dis, je gagne pas d'argent avec ça. Et je pense qu'il est touché parce que comme on est animé du même truc, moi je fais vraiment ça pour valoriser, pour célébrer, pour rendre hommage, pour éclairer des gens, des trucs. Lui, avec son club, c'est un peu la même idée, c'est de mettre en avant des gens qui font, des artisans, des chefs, des gens comme ça. Et on déjeune, et puis 2 semaines après, il me rappelle, il me dit, tu sais quoi, j'ai pas ton budget. Parce que il me disait combien il te faudrait pour être son sponsor, je lui dis et tout. T'avais pas du tout de sponsor jusqu'à maintenant? Non, j'avais passé 3 ans. C'est dingue. Et il me dit, moi, je peux pas te donner cet argent, mais je peux t'en donner un petit peu. Ça t'aidera à ce que ça t'aidera. Et voilà. Et ça a été mon premier sponsor. Et merci, mec. Et c'est devenu un ami. Tu peux dire combien c'était? C'était quelques milliers d'euros par mois. C'était beaucoup moins que ce que tu voulais. Mais au début, si tu veux, quand j'ai chiffré ma prod, je demandais entre 10-12 000 euros par mois en sponsoring. Ouais. Donc les peu de rendez-vous que j'ai eus, les mecs m'ont dit, vous êtes gentils, mais
vous êtes personne, on vous connaît pas, a priori vous n'êtes pas spécialement écouté, on n'a pas 12 000 balles à vous filer chaque mois. Parce que t'avais quoi comme audience à ce moment-là ? Je sais pas, au max je devais être à 1500, 2000, tu vois, quand j'ai commencé à démarcher, tu vois. Ce qui est... J'ai envie de dire c'est insignifiant, mais vaut mieux parler à 2000 personnes hyper qualifiées mais grave. qu'à 100 000 dont on ne sait pas qui c'est. Bien Moi sûr. qui venais de la télé, si tu veux, quand tu fais une pub sur TF1, tu sais que tu vas toucher des gens entre 35 et 55 ans, plutôt des femmes. Bon, je sais pas si tu as beaucoup plus d'indicateurs. Ouais, bien sûr. Tu vois, mais... c'est très large. Ouais, mais c'est pour ça que maintenant on parle beaucoup de la micro-influence qui est vachement plus intéressante. C'est beaucoup plus quali, beaucoup plus ciblé. Engagée. Exactement. Donc voilà, mais bon, les gens, ils ont quand même des réflexes, tu vois, dire 12 000 euros. Bon. Et Tristan, il m'a filé quelques milliers d'euros par mois, qui était déjà un petit truc sympa, un petit... Et surtout, c'était symbolique. Je me suis dit, ok, il y a un mec qui pense que c'est opportun pour lui, et donc ça a de la valeur. Et en fait, ça a déclenché d'autres trucs. C'est-à-dire qu'il y a... Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu commences à avoir un truc, c'est psychologique, les gens se disent, c'est dingue, hein. Ouais, je pense. C'est toujours le premier qui enclenche finalement. Ouais, mais c'est un peu vrai pour tout, ça. Et donc, il y a quelqu'un d'autre qui m'a contacté, Quentin, pareil, qui est devenu pote et tout, parce que soutenir un geste, entre guillemets, qui soit un peu personnel et authentique comme un podcast, et je vais pas te l'apprendre parce que c'est exactement ça, c'est aussi une forme d'affinité. Ouais. Je pense que tu n'auras jamais un sponsor, toi par exemple, qui ne rentre pas en affinité avec ton propos, ton ton, et tu vois, il y a ce truc. Et donc, il y a une autre entreprise qui est pour le coup une énorme boîte qui a été fondée au Canada, qui a trouvé ça très opportun de communiquer sur Chef, et pour le coup ça l'est commercialement pour eux. Et voilà, qui se sont mis à nous soutenir aussi. Et donc, depuis un an, c'est Lightspeed, c'est une boîte de caisse qui te permet de gérer toute ta caisse, les résas, les machins, le truc, et un truc de dingue, outil de dingue, gestion des stocks, machin. Enfin bon, bref, c'est un outil hyper performant pour les restaurateurs et les chefs. Et comme moi, je suis très écouté par les professionnels, bah pour eux, c'est génial parce que si tu veux, ils ne vont parler qu'à des gens qui pourraient avoir recours à leur service. Et eux t'écoutaient en fait. Hyper c'est efficace, ça qu'ils t'ont exactement. Et donc, entre Tristan et eux, eux, c'est maintenant, depuis cette rentrée, c'est eux qui sont exclusifs dessus. Et voilà, c'est des budgets qui sont plus grands et qui permettent d'embaucher des gens qui vont faire le montage, enfin, tu vois, qui vont permettre d'aller en province, de payer des billets de train, d'acheter une caméra s'il faut acheter une caméra, voilà. De pas me payer, mais d'avoir quelque chose qui puisse ressembler à une prod avec des gens que je vais, tu vois, un graphiste, parce qu'on va arriver sur YouTube. Donc sur YouTube, il faut des miniatures, donc il te faut un graphiste qui te fait des miniatures. Ouais. Voilà, tout ça coûte de l'argent et tu te payes toujours pas ? Ah non, je me paye pas, non. Et comment tu fais alors ? Alors, en France, on a France Travail. Comme j'ai arrêté de bosser il y a pas si longtemps que ça, en tant que salarié, j'ai encore quelques mois devant moi. Et puis, Chef a produit un effet qui est que, comme en télé, quand j'ai commencé à créer un truc, on est venu me voir pour en créer un deuxième, Chef a fait la même chose en podcast. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je produis 4 ou 5 podcasts différents sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec moi, parce que des gens m'ont écouté, et maintenant on vient me voir en me disant, voilà, j'ai une idée, je veux faire un podcast, c'est des marques, des institutions, ou même des gens seuls, comme toi. D'ailleurs, t'es pas venu me voir pour produire. J'espère que t'es bien entouré, mais voilà, des gens qui ont une envie de faire un truc, et je leur dis, bon, ok, on va le faire comme ça, je les aide éditorialement à formater, à conceptualiser le truc, parce que c'est ça le vrai truc, parce qu'après, acheter un micro, tout le monde peut acheter un micro, mais structurer un podcast, une intention pour qu'éditorialement ce soit pas vide, comme ça l'est souvent dans ce milieu. En 10 personnes. En 10 personnes. C'est je crois, un savoir-faire. Et après, moi, je leur mets à disposition des moyens techniques, d'enregistrement, de captation, de machin, de montage, de trucs. Mais t'as pas de salle encore d'enregistrement ? Non, c'est la charnière. On est venu enregistrer ici le premier épisode de Chef filmé qui sera diffusé début novembre. Donc là, on est au studio Module. Exactement. Très bon studio. Faut pas le dire trop fort parce qu'après, il y a plein de gens qui vont vouloir venir enregistrer au studio Module, on n'aura plus de créneaux. Mais là, je suis dans la charnière où, justement, je me dis, bon, il y a 4 ou 5 prods différentes. Et voilà, j'ai commencé à visiter des locaux pour avoir mon studio. Ouais, mais c'est clair. Ce serait trop bien. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, du coup, j'ai une société qui produit 4-5 podcasts différents. En plus de Chef, mais Chef me prend énormément de temps, et puis c'est mon bébé, quoi. Et c'est pas forcément des podcasts dans la bouffe ? Non. Il y a un podcast sur la longévité, hyper bien, animé par Lucille Woodward, qui est venue me voir un jour, qui est une coach sportive et un journaliste aussi à l'origine, avant de s'être lancé dans des programmes pour aider les gens dans le bien-être et la santé, qui est venue me voir un jour en me disant, est-ce que je l'avais accompagné sur des trucs en télé ? J'avais fait tourner sur des émissions que j'avais créées pour TF1 notamment, ou M6 aussi. Bref, on était restés copains. Un jour, il me voit, il me dit, je vais faire un truc sur la longévité. J'étais, la longévité ? Et en fait, on a tous un rapport au temps qui passe. Ouais. Et finalement, cette question-là,
selon le prisme par lequel tu l'apprends, il se passe plein de trucs et il y a plein de choses marrantes à apprendre. Tu peux parler de santé, tu peux parler de nutrition, tu peux parler de sport, tu peux parler de sexe, tu peux parler de carrière, tu peux parler d'argent. On a tous un rapport au temps qui passe et des niveaux d'expertise qui font qu'on peut se saisir de ce sujet. Donc c'est hyper bien, ça marche très bien pour le coup, parce que Lucille a une communauté hyper forte. Donc on est sur YouTube aussi, donc ça c'est très suivi. Ça s'appelle Long Live. Et et depuis quelques temps on est sponsor. Ok. Mais elle a lancé, elle pour le coup, elle a vraiment une culture anglo-saxonne. C'est, allez, je veux bien investir là-dedans, ça va finir par, et c'est super, et c'est une fille que j'adore, et on prend beaucoup de plaisir à produire ce truc, et ça aide les gens. Tu vois, t'as plein de gens, de la même manière que Chef, il y a un truc incroyable, c'est que chaque jour, je reçois des messages de gens qui disent, putain, mais j'en avais plein le dos, j'étais fatigué, ça m'inspire, je vois que je suis pas seul, ou je suis en train de faire des études, ou je fais écouter vos podcasts à mes gars, en cuisine, en brigade. Putain, mais ça, c'est le cadeau. Et Long Live, c'est pareil, il y a des gens qui sont reboostés, ils disent, ah ok, je vais me mettre à ci, je vais me mettre à ça, je vais faire gaffe à ce que je mange, je vais me mettre à courir, ou peu importe. Ça, c'est vraiment le meilleur moteur. Ouais, d'avoir un impact, c'est dingue. Clair. Et après, je produis un podcast parce qu'il y a une fondation qui est venue me contacter sur l'artisanat, qui avait adoré Chef et qui voulait un peu la même chose sur les artisans. Donc ça s'appelle Par la main, c'est notre podcast où des artisans nous racontent leur histoire. C'est un peu frustrant parce que c'est trop court et si c'était plus long, ce serait bien mieux, mais voilà. C'est combien de temps ? Ça a le mérite d'exister. C'est 10-12 minutes par épisode. Ouais, j'avoue, je pourrais pas. mais voilà. Et puis voilà, après je fais des trucs sur la distribution, des choses qui sont plus alimentaires. Et là, on a un projet avec une jeune entrepreneuse qui est venue me voir, qui veut faire des interviews de femmes qui entreprennent aussi. Donc ça va s'appeler Together et elle va venir les saisir entre 2 rendez-vous dans une voiture. Pour qu'entre 2 rendez-vous, le temps du trajet, elles nous racontent un petit peu leur histoire et leur trajet à elles. Donc voilà, ça va arriver bientôt. C'est beau. Le mec, il a pitché le truc en 2 secondes, il l'avait pas. Grave. Je me suis dit, dans quoi je me lance ? J'ai jamais pitché ce bordel. Nickel le pitch. Bon, ok. Voilà, donc ça fait un petit chapelet de petites choses. J'espère qu'il y en aura d'autres. Génial. Et qui feront que peut-être qu'au final, je finirai par pouvoir vivre de ça. Ouais. J'ai l'impression. Il y a un chrono, ouais. Est-ce que t'as des rêves pour dans 10 ans, 20 ans ? Ah ouais, plein. Déjà, il y a un magazine papier qui est en gestation. Écrire un livre, à un moment, il va falloir le faire. Un livre science-fiction ou peut-être un roman, j'aimerais bien essayer en tout cas. Ok. Il faut que j'essaye. Ok. Dire des conneries. Parce que, en fait, ma passion, c'est d'écouter les autres et d'essayer de faire éclater ce qu'ils sont, au fond, au grand jour. Mais à un moment, j'ai vraiment envie de prendre un micro pour dire des conneries et surtout m'amuser légèrement. Ok. Donc, je sais pas quelle forme ça va prendre. Potentiellement, ça passera par un podcast, mais à un moment, ça risque de se rapprocher d'une écriture théâtrale, forcément. Et, parce qu'en fait, des rêves, il y en a toutes les semaines. Mais avoir un lieu, créer un lieu où on réunit les gens par la bouffe, je crois que c'est ce qu'on appelle un restaurant, ça, il va falloir que ça arrive un jour ou l'autre. Ouais. Mais là, mon coach m'a dit, ça, vous êtes gentil, vous vous abandonnez, ça, vous abandonnez, ça, vous abandonnez, recentrez-vous sur... voilà. Donc là, je suis tout en... T'as fait prioriser... de ouf. Donc tu veux un coach ? Ouais, depuis 6 mois, 1 fois par semaine. Top. J'ai un coach pour le sport. Ok. Qui me dit, allez, petite merde, c'est triche. Et ça me fait un bien fou. Non, en revanche, elle est très cool, elle m'insulte pas. Mais elle me dit, allez, j'en veux 2 de plus. Ouais, ok. Et voilà. Et j'ai un coach, après avoir poncé 3 ou 4 psys, qui clairement ne sont pas arrivés à me mener quelque part. Après avoir diagnostiqué des choses et tout, c'est très sympa les diagnostics, ça m'a beaucoup aidé à voir de quels mots, ou en tout cas à quel genre de challenge je pouvais m'arrimer. Mais les psys m'ont beaucoup dit ah oui, et vous pensez pas que, ou est-ce que ça, vous... Et si tu veux, je déroulais, et en fait je leur racontais une histoire, et finalement je devais m'en raconter une aussi, et voilà. Et un jour, ce même Tristan avec qui je déjeunais de Club Pépite, je lui explique un dilemme de vie, et il me dit, va voir ce mec. Je suis à mes têtes, va voir ce mec de quoi? T'as une question, va voir ce mec. Il me vend ça, mais limite, mais genre comme le mec... n'importe quoi, vas-y, il va te débloquer. Je suis allé voir cette personne, j'ai fait un rendez-vous, et là j'ai tout de suite compris le truc. C'est que j'ai sorti une première phrase, il m'a dit « Ah ouais, ok. » Donc ça, non, vous êtes en train de me raconter un truc, donc dites-moi plutôt ce que... Et là je me suis vu en fait avec quelqu'un qui me challengeait,
comme quand tu fais une partie de tennis, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, le mec, en fait, il te renvoie la balle, mais il te la renvoie pas pour que toi, tu fasses ton coup droit, tu vois. Il te la renvoie pas comme ça pour que toi, tu l'allumes. Non, il joue vraiment. Et lui aussi, il met des coups droits. En mode, ça va pas suffire ce que tu me donnes. Et là, je me suis dit, ah bah putain, j'ai trouvé la personne, en fait. Ah, c'est génial. Et donc, il ne me laisse rien passer. Tu vois, mais genre, dans le premier rendez-vous, il me disait, ah, on en est à ce niveau d'immaturité, donc. Et là, t'es là, waouh, putain, je me fais défoncer. Donc, ok, je vais reformuler ma phrase. Je ne vais pas me mentir à moi-même en vous racontant l'histoire. Et donc, le mec, tu vois, c'est un ostéo de l'histoire, quoi. Il me clac, il me remet tout droit, il m'aligne. Ça me fait un bien de dingue. Et chaque semaine, chaque séance, bim, j'avance sur un truc. Fou. Incroyable. Et 6 mois chaque semaine, Ouais. ça doit porter ses fruits, là. Ah, mais c'est ouf. Ah non, mais c'est en train, je crois, faut pas, tu vois, je touche que ça peut changer ma vie. En tout cas, j'ai l'impression que ce mec m'emmène dans une pièce où je m'attends. Où c'est dingue. Non, mais c'est vraiment cette sensation de dire, putain, je vais me trouver, quoi. Je vais trouver l'endroit où je suis tel que je dois être. Ouais. Et tu corriges plein de trucs. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à corriger, quoi. Putain, c'est génial. Ouais, hyper bien. C'est top. Je vois l'heure qui file. Ouais. Comme d'hab. J'ai des nouvelles questions en plus pour cette saison. Il y a quelques petites questions. Je sais que tu as écouté un épisode, donc ça, je les garderai pour la fin. Mais alors, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ces petites questions. Ah. Oui, mais en plus, l'épisode... Oui, bon, bref. Pour revenir à la gastronomie. Ouais, bien sûr. Et parce que je me rends compte que tout le monde est toujours très intéressé par les lieux, les conseils, les bien endroits. sûr. Ce serait quoi, toi, les valeurs sûres que tu conseillerais en termes de resto, coffee shop ou whatever? Un truc pour se faire plaisir. On se parle d'adresse. Ouais. Alors, se faire plaisir n'est pas, pour moi, pas forcément l'idée du restaurant. Mon restaurant, enfin, il y en a 2 qui pour moi sont vraiment... je vais parler de Paris, mais je pourrais donner d'autres trucs aussi. Le Café de l'Usine, par Alice Arnoux. Ouais. Pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau en ce moment en termes de gastronomie. C'est hyper simple. Tu peux manger une terrine, un truc, et donc tu peux te dire, bon, c'est bon. Mais l'intelligence qu'elle a dans l'appréhension des produits, de la cuisine, il y a une empreinte un peu nordique, dans ce que ça peut avoir d'un peu austère parfois, de très simple, d'un peu resserré. Il y a une intelligence du geste et de la vision qui est incroyable. Et le goût est là, évidemment, parce que c'est très bon. Mais il y a une forme d'apparente modestie, en mode on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Ouais. Tu vois, on n'a pas besoin de t'en mettre plein la vue dans l'assiette, de jouer de contraste de machin, de trucs, ou de te saupoudrer un yuzu, machin. Zéro esbrouf, c'est exactement ça. Ça va droit, c'est franc, ça ne ment pas, et ça te dit, tiens, c'est très simple, mais ça va être très bon. Eh ben, mine de rien, c'est très très rare. Et cette fille, Alice, que j'adore, est une des chefs qui, pour moi, est un des... On dit souvent cette expression... c'est le talent de sa génération, je sais plus comment on dit là. C'est tellement poncé ce truc. Bah elle, c'est ça. Vraiment, clairement, il y a ça. Et il y a l'autre personne qui, pour moi, est considérable de la même manière dans ce game-là, mais qui fait différemment, c'est Manon Fleury, chez Datil, qui atteint un niveau d'intelligence pareil dans la conception qu'elle a d'une cuisine peut-être un peu plus délicate, un peu plus complexe, mais c'est une cuisine qui pense, mais qui pense bien. C'est-à-dire que souvent, on a eu des cuisines qui pensent, mais qui veulent montrer qu'elles réfléchissent. Tu vois, où les mecs sont là, oui, alors là, vous avez des trucs en 1000 façons, trucs... Il n'y a pas d'inutilité, il n'y a pas de gestes inutiles, il n'y a pas de trucs qui sont là, encore une fois, pour démontrer, mais... Eh ben on a poché un truc parce qu'il fallait le pocher. On a mis cette huile et on a travaillé ce truc tout simplement parce qu'on pensait que ça allait matcher bien. C'est penser. Et ça, c'est pas prétentieux. Penser, pas prétentieux, bizarrement, ce sont des femmes qui sont en cuisine. Ouais, c'est dingue, hein. Ouais, et c'est marrant parce que les deux, pour moi, ont à peu près le même genre de cuisine. Enfin, elles sont dans une même lignée. Elles ont pris des chemins un peu Alice, différents. elle a un côté plus rentre dedans. Ouais, plus pas rustique, mais elle a un côté plus nordique en fait. Manon, elle peut avoir une petite délicatesse un peu plus romantique, quoi. Mais en tout cas, il y a une absence de prétention. C'est des filles qui bossent, qui sont d'une intelligence folle et qui se la pètent pas. C'est des filles en fait, quoi. Donc ça, c'est les 2 valeurs sûres que Ah ouais, putain, là, mais les yeux fermés. Les yeux fermés. Et à la différence de Manon, qui a eu une étoile et qui nécessairement a une cuisine plus gastronomique, Alice, c'est genre 25 € au déjeuner, quoi. Ouais, feu, quoi. Feu, ça doit être une cantine, ça doit être plein tout le temps. Ce truc, c'est l'endroit.
Et en province, après, quand même, parce qu'il faut quand même donner 2-3 trucs. Et malheureusement, je vais souvent en province parce que je suis appelé par des chefs. J'ai eu un énorme coup de cœur l'an dernier pour une table étoilée, la table d'Olivier Nasty au Chambard en Alsace. Et là, j'ai découvert un chef. C'est très très rare d'aller dans des adresses étoilées, prestigieuses, qui sont à la fois très incarnées. Et là, on a une maison tenue, mais familialement. Et de manière exemplaire parce qu'on a une cuisine qui est très engagée sur le gibier parce que c'est un chasseur, le mec il est capable de te faire un cerf qu'il a buté lui-même, si tu veux, c'est quand même un truc, ça peut être clivant mais c'est un parti pris dingue avec une efficacité folle mais avec un propos et surtout une âme derrière. C'est très rare d'avoir des adresses qui ont à ce point une âme, une intention et une envie de recevoir avec une chaleur. Ça paraît banal mais c'est pas si courant que ça. Le Chambard, Olivier Nasty à Kaisersberg. Ouais. Dingue. Et ça fait longtemps que j'en entends parler. Donc bah ouais. Et en plus à côté, pour ceux qui peuvent pas aller à la table étoilée, il a une petite brasserie, une Weinstube, et où tu manges divinement bien aussi et pour pas cher. Il faut absolument là-bas un trip. Ouais, et puis à la saison du gibier, quoi. Ah, dingue. Ah, grave. Et alors là, on parle plus d'adresse, on parle de choses. Qu'est-ce que tu apporterais, par exemple, pour compléter un repas de Noël qui ferait plaisir à tous les coups? Ça peut être pour le dessert ou pour l'entrée. Putain, il faut toujours faire plaisir. Moi, j'ai plaisir. Alors j'avoue que j'aime bien faire plaisir, donc c'est toujours mon angle. Mais après, si tu veux faire réfléchir, le mec n'a aucune idée. Faire découvrir. Voilà. J'aime bien faire découvrir. Putain, un repas de Noël. Alors tout est angoissant dans ce truc. Un repas d'amis. Un repas. Alors peut-être un truc. Si ouais. Alors peut-être un truc. Une boisson sans alcool un peu travaillée, parce que je bois quasiment plus d'alcool, très très peu, et de moins en moins à table. Parce que je trouve que c'est trop, en fait. Moi, j'en bois, moi, j'ai envie d'en boire. Parce que je finis par plus comprendre les accords mévins. Ça me paraît lunaire de s'enquiller 10 verres de vin. Enfin, c'est lunaire. Et c'est un peu comme... quand t'arrêtes un truc, au bout d'un moment, tu te dis, putain, c'était beaucoup trop. Bref, et je bois beaucoup plus des boissons sans alcool, mais travaillées. Et je pense que j'apporterai ça. Type, là, j'ai bu, il y a 2 jours, un truc à la sauge. Une boisson à la sauge, un peu pétillante. Sauge romarin. Ok. Je me plante peut-être complètement. Mais un truc un peu bobo comme ça. Et c'était super parce que j'en ai bu un verre, c'était parfait. Il y avait une saveur inédite, une recherche, un super équilibre. C'était très bon. Et c'était aussi complexe qu'une boisson pouvait l'être, un vin. Donc mon cerveau était content. Marque c'était ou pas? Où est-ce que tu l'as trouvé? Putain, je dirais... Ouais, c'était à la cave à vin. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'était à la cave à vin du Frenchy, rue du Nil. Et alors le nom... C'est un nom qui ressemble Moscou ? Non, ça ressemble à Henri Matisse, un truc comme ça. C'est une maison. Mais c'est pas Henri Matisse, évidemment, mais c'est pas loin. Ok. Voilà. Rue du Nil. C'est toujours une bonne idée d'aller rue du Nil, de toute façon. Mais voilà, la cave du Frenchy, il y a ça. De toute façon, ils ont que 2-3 trucs sans alcool, dont ça. Okay. Et là, tu te diras, c'était pas du tout à la sauge, il est complètement con, mais c'était un truc de cet ordre-là. En tout cas, j'apporterai ça, une boisson, voilà, sans alcool, mais intéressante, pour dire, les gars, on arrêterait peut-être un peu les... qui font mal à la tête et qu'on regrette et qui finissent par faire Ouais, et tu savoures plus ton repas jusqu'au dessert. Exactement. Là, on rentre plus dans le deep. Pas le deep, hein. Le deep. Ok. Quelles sont les valeurs qui te portent au quotidien? Waouh. Les valeurs, putain. C'est dur, hein. Sachant qu'il y a plein de trucs sur lesquels je suis à la ramasse et que j'essaie vraiment de rehausser. Mais les valeurs... Mais comme tu fais des coachings, je me disais que ce serait peut-être plus simple pour J'avance. toi. Il faudrait que j'avance. Il faudrait que je... En tout cas, je sais sur quoi il faut que je progresse. Énormément. La clarté, l'entièreté. J'ai souvent tendance à vouloir trop ménager ou avoir peur de machin et à entretenir des zones de flou. Voilà, pourri. Ça a été, ça a été un cata plein de fois parce que pas assez net, pas assez droit, pas assez... Donc ça, faut que je travaille. Les valeurs que je défends, donc ça, la clarté, c'est vraiment un goal, tu vois. En tout cas, c'est important. Sinon, moi, je suis animé par un truc, c'est de mettre en valeur les gens qui font. Voilà, je sais pas quel mot pourrait résumer ça. Mais moi, je suis animé par l'idée de se dire, c'est génial, s'il y a une idée, s'il y a un savoir-faire, s'il y a quelqu'un qui fait, il faut absolument que tout le monde connaisse cette personne. Et moi, je vais être la personne qui va, le montrer. Mettre en valeur les autres, c'est vraiment le truc j'adore ça. Parce qu'en premier lieu, très égoïstement, j'adore découvrir des choses. Des gens qui font, tu vois, les artisans que je fais dans le podcast, les mecs, je découvre des trucs avec
Enfin, incroyable. Ouais. Tu sais qu'initialement, le podcast s'appelait Les gens qui font. Ah ouais, mais voilà, les gens qui font. Parce qu'en plus, c'est une règle. Si on veut, dans la vie, avancer, il faut faire. Pour moi, c'est la règle number one. Donc, les gens qui font, déjà, c'est tellement dur aujourd'hui de faire, de se lancer, d'y croire. Ce que tu fais, tu vois, de se dire, putain, je fais un podcast, je pars de nulle part, personne ne m'attend, mais je vais le faire, je vais me mettre dedans. Tu sais, tu vois. Ah, grave. Hyper dur. Ouais. Donc, putain, bravo à tous ces gens-là. Et si moi, je peux, tu vois, tourner la lampe vers eux, parce que c'est ça qui compte, à fond, ça m'anime. Mais c'est marrant parce que ça répond du coup à une autre de mes questions. C'est justement, moi j'interviewe beaucoup les gens qui font, qui passent à l'action, qui écoutent leur cœur malgré les peurs. Je connais beaucoup de gens qui ont peur et qui sont trop pris par cette peur et qui n'osent pas y aller. Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Et ça, on m'a posé cette question sur Instagram il n'y a pas longtemps. La peur, ça ne sert à rien. Et je le dis à mes enfants. C'est vraiment inutile. Enfin, je veux dire, la peur, quand t'as On te dira que la peur te sert à te protéger. Alors certes, c'est ce que m'ont dit mes enfants. Je leur ai dit, écoutez les gars, si demain il y a effectivement un T-Rex, parce que mon fils est très dinosaure en ce moment, qui se pointe derrière nous, on sera très content d'avoir peur et de se barrer en courant. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en croise pas tous les jours. Et si on y réfléchit bien, c'est là où il faut être très honnête avec soi-même, c'est que si on fait quand même le fil de son quotidien et des jours qui précèdent, des raisons d'avoir peur, il n'y en a pas tant. Se retrouver ici, face à face, toi, parler à des inconnus, déjà tu sais le faire dans la vie, mieux que moi. Donc la peur, ouais. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Oui, mais la peur de se lancer dans une entreprise ou dans quelque chose, ça va peut-être pas marcher, peut-être que je me retrouverai à la rue. Ouais, mais bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que si tu prends la peur comme, comme étendard ou comme valeur pour construire quelque chose, tu ne le construiras pas. Ouais. Tu n'iras pas, tu ne le feras pas. Donc, ce qui est certain, c'est que si tu tires ce fil, tu n'iras nulle part. Donc, c'est facile. Ça veut dire que ce fil-là, il sert à rien. Bon, fuck, la peur, ça dégage. C'est pas là-dessus qu'on va avancer. Ouais, on est certain que ça fait pas avancer. C'est ce qui fait que tu restes en haut du rocher et que tu sautes pas. Fuck, on est là pour sauter, quoi. Ouais, I agree. Du coup, c'est ma dernière question. Mais ouais. Non, mais surtout, c'est hyper important, c'est bien de finir là-dessus. Il faut que les gens, le plus important, c'est que les gens qui nous écoutent se disent s'ils ont l'envie de faire des choses, en fait, il faut faire. Et quoi ? Moi, je pense toujours à la mort. Tu vois, c'est un truc. Ça va arriver. Peut-être dans 1 heure. Ouais. Putain, si on te dit ça, tu te dis, mais Tu veux pas de regrets, quoi. Bah non, mais putain, il faut faire le truc. Ouais. Il faut le faire, en fait. Pour soi, pour plus tard, pour ses enfants, pour peu importe. Si on a envie, il faut y aller. Il faut y aller. Qu'est-ce qu'on risque ? Spoiler, rien. Ouais. Rien. À part des commentaires de gens qui font gna. Pareil, les gens qui font gna, c'est ceux qui ne foutent rien. Qui n'ont rien fait. Qui aimeraient faire. Exactement. Ou qui n'y arrivent pas, ou qui sont frustrés ou aigris. Donc eux, fuck. Mais sinon, feu, quoi. Ouais. Feu. C'était mon avant-dernière, en fait, question. La dernière, c'est s'il y avait le petit David à côté de toi de 10 ans installé à table, qu'est-ce que tu lui dirais ? De pas perdre de temps. Il en a trop perdu. En fait, le petit David, je le trouvais cool, parce qu'il avait des petits rêves et tout ça, mais le David middle de la vingtaine jusqu'à quasiment 40 ans, jusqu'à l'an dernier quasiment, lui, je l'ai trouvé trop approximatif. À tout niveau. Ouais, en fait, je lui dirais, va plus vite, perds pas ton temps, et puis surtout, va plus droit, quoi. Tu vois, raconte pas des trucs aux gens, va droit, sois entier, implique-toi, focus, resserre, arrête de partir dans tous les sens. Après, voilà, on met du temps à apprendre et à voir comment il faut faire les choses, mais moi, je pense que j'ai perdu un peu de temps, notamment parce que j'ai eu peur de faire, sachant que j'ai fait quand même beaucoup de trucs, même dans ma vingtaine, mais en fait... je pense qu'à partir de 20 ans, il faut se jeter, quoi. Il faut se jeter dans des choses, quoi. Tout ce qu'on fait finit par nous apprendre et nous servir. Donc moi, je dirais, à un moment, à la vingtaine, tu vas commencer à boire des coups, fumer des clopes et à griller tes nuits en boîte de nuit. Oh, t'es peut-être pas obligé de... Fais-le, mais peut-être n'y passe pas autant de temps. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Non, mais merci à toi. De t'être confié. Trop bien. Et à très bientôt sur Chef. Avec plaisir. Merci. Trop bien. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.